nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. C'est dimanche, adieu la gloire et l'honneur, bienvenue au club avec ses invités qui décryptent, analysent les grands sujets d'actualité de cette semaine qui s'achève. D'abord les Lions indomptables du Cameroun, les grands chantiers du nouveau staff conduit par Rigobert Sambou-Anak. Et puis l'inflation des prix sur le marché, la grève des enseignants et bien entendu la coupure à répétition de l'énergie électrique. On dira simplement ces tensions sociales qui inquiètent. Chers téléspectateurs, chers internautes, bon dimanche. Bienvenue au club, c'est dimanche. Déjà présent ce dimanche pour ce débat, d'abord le professeur Edmond Bilois, vice-recteur à l'université Yaoundé 2 à Soie, linguiste et par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages, sans oublier que c'est un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Bisley, bonjour aux téléspectateurs de BNews One et bonjour à mes co-panélistes. Merci d'être là sur le plateau ce dimanche. On aura l'occasion d'évoquer les deux grands sujets. Mais déjà, les nouvelles qui viennent de l'université va bien? Oui, l'université va globalement bien. Ok, merci d'être là. Et également sur le plateau de BNews 1, ce dimanche avec Franck Peck, journaliste et par ailleurs chef service des sports. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Disney, bonjour à tous les co-panélistes et bonjour surtout à tous les millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent aujourd'hui. Merci d'être là ce dimanche. Une semaine d'actualité marquée notamment par le tout nouveau staff des Lions indomptables du Cameroun. Mais avant de découvrir le grand et le premier sujet de ce dimanche, voici l'essentiel de la revue de presse que Thierry Lundo a bel et bien préparé pour vous ce dimanche. Bonjour. Dans les kiosques à journaux cette semaine, la nomination du sélectionneur manager des Lions indomptables a attiré l'attention de plus d'un. C'est pourquoi la nouvelle expression pense que Eto'o a obtenu la tête de Conceição. Car malgré l'annonce du ministre des Sports, le président de la République a décidé que le sélectionneur de l'équipe des Lions indomptables seniors sera désormais un Camerounais. Paul Biya a choisi le capitaine Courage. Pauvre Narcisse, s'exclame le très hebdomadaire Père. Puisqu'après avoir annoncé le maintien de Tony Conceição à la tête de l'équipe nationale, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a été contraint par le chef de l'État de revenir sur sa décision et de nommer Rigobert Sambou, le candidat du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o, renseigne le journal de Régine Touna. Ce qui motive d'ailleurs le Popoli à interroger Kombi et Zogo si le volume est bon. À côté de ces interrogations, c'est le son de triomphe qui s'est fait entendre, même si le nouveau coach n'aura pas d'état de grâce selon mutation. Tout compte fait,
La voix du peuple a été entendue, précise l'info à chaud. À la FECAFOOT, c'est le retour à la sérénité parce que les membres de l'Assemblée générale de 2009, représentés par Faustin Blaise Mbida et Pierre Bojiko Yokeka, ont décidé de l'arrêt des procédures pendantes au tribunal arbitral du sport et à la CCA et ont décidé de la victoire de Samuel Eto'o à l'issue de l'Assemblée du 11 décembre 2021, nous apprend l'hebdomadaire Le Panafricain Plus. Au moment où le calumet de la paix est fumé entre le président de la FECAFOOT et les membres de l'Assemblée générale de 2009, le tsunami se précise au sujet du remaniement ministériel, nous fait savoir la nation d'Afrique. Le tabloïd interroge s'il faudra un nouveau gouvernement en sortie de crise, notamment Kangate, Mimbomangate ou encore Covid-Gate, pour aborder au mieux la transition. L'hystérie de l'exécutif le montre à suffisance et certains directeurs généraux ne sont pas épargnés, nous apprend le journal. En attendant un éventuel remaniement ministériel, la classe politique réagit et apporte son soutien aux enseignants en grève, nous dit le quotidien Bleu le Jour. Parmi les seigneurs de la CREC qui expriment leur mécontentement, figurent aussi les enseignants vacataires. Ils ont saisi le chef du gouvernement pour exiger un statut particulier, à en croire les informations contenues dans le journal d'Aman Mana, numéro 3619. Pour Cameroun Tribune, le dialogue reste ouvert entre le gouvernement et les enseignants, puisqu'après le secondaire mardi dernier, le secrétaire général des services du Premier ministre a rencontré le 2 mars les syndicats d'enseignants de l'éducation de base. L'objectif de ces concertations est de trouver des solutions concrètes aux préoccupations soulevées par des enseignants de part et d'autre et de préserver l'année scolaire qui arrive à un moment charnière selon le journal de Marie-Claire Nana. L'hebdomadaire L'Avenir pour sa part pense que la lutte contre la vie chère est une affaire de tous. C'est d'ailleurs pourquoi le quotidien de Thierry Ekouti propose des voies pour augmenter la production de la filière huile de palme. Cependant, ça mousse pour une hausse au niveau des prix de la bière. Dans son numéro 5534, le quotidien à capitaux privés Mutation fait savoir que les sociétés brassicoles crient à l'asphyxie suite à l'augmentation des coûts des matières premières et à l'explosion du fret. La SABC, l'UCB et Guinness Cameroun n'excluent pas une répercussion sur le coût des boissons. Afin d'éviter le pire, le quotidien L'économie, dans son numéro 2323, fait des propositions pour contenir l'inflation dans les marchés. Le journal de Georges Alain Boyomo est allé à la source des délestages. Dans son numéro 5532, Mutation indique que le déficit créat de la production à la centrale hydroélectrique de Menveleux, causé par l'étiage sur le fleuve Ntem, fait broyer le noir à 6 régions. Parlant des régions, il y a celle qui est en proie à la crise sécessionniste, Boya notamment. Là-bas, Ekonotiti est une ville cruelle, nous informe le messager, parce que l'attentat à l'explosif, survenu mercredi dernier, a coûté la vie à 7 personnes, dont le sous-préfet et le maire de la localité. Au moment de pleurer ses morts, l'info à chaud nous apprend que Martin Kamumim est libre. Condamné à 4 mois de prison, il a donc déjà purgé ses 4 mois. Le même journal, dans son numéro 374, interroge pourquoi les Camerounais soutiennent Poutine dans le conflit russo-ukrainien. La presqu'île dans la Seine, à dimanche prochain. Bonne émission. Merci à Thierry Elundu et à Raïm pour cette revue de la presse, l'essentiel de la presse, notamment cette semaine. Mais le premier débat, on parle ce matin des Lions indomptables du Cameroun et surtout de son nouveau staff. Ce qui avait été présenté il y a quelques semaines comme étant en fake après la sortie du ministre des Sports qui avait accordé une interview à la télévision nationale. Il y a eu notamment cette rencontre du comité exécutif et surtout la volonté pour le président de pouvoir se prononcer sur la question. Quelques heures après, on vivait tous ensemble ce qui était présenté comme un fake. Et quelques semaines plus tard, c'est une confirmation. Rigobert Sambana a donc été désigné, nommé comme manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, avec des chantiers importants. Professeur Edmond Bulloir, cette nouvelle, comment vous l'avez accueillie? Avant de parler du football et des Lions indomptables, je
voudrais présenter au nom du parti les condoléances aux familles endeuillées suite aux événements malheureux des Kondotiti. Oui. Je voudrais leur dire que le RDPC est de tout cœur avec eux. Et les parents, les familles, tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette tragédie ne doivent pas se sentir abandonnés. Ok. Voilà. Bon, alors comment j'ai accueilli cette nouvelle? D'abord, comme c'était un communiqué, je n'avais pas encore suivi ni la radio, ni la télévision. Je l'ai reçu par mon WhatsApp, j'ai cru que c'était un fake. Et donc, c'est après, quand ça a été dans la nuit, lorsque la nouvelle a été relayée par la radio et la télévision, que je me suis dit que c'était une nouvelle authentique. Bon, une fois de plus, ça montre que on va toujours en rang dispersé dans l'organisation de notre football. Je crois que les Camerounais auraient pu nous épargner ça s'il y avait eu concertation. Dans nos langues africaines, on dit souvent que quiconque demande la route ne peut pas se perdre. Donc, la moindre des concertations aurait montré que les gens avaient des opinions divergentes et qu'il fallait attendre. Bon, maintenant que la très haute hiérarchie de l'État a décidé, bon, je crois qu'on peut vivre avec ça. Je crois que tous les Camerounais voulaient à tout prix qu'il y ait un national. Mais est-ce que le timing était bien choisi? Mais il n'y a pas de timing. Écoutez, Conceição ne nous a pas permis de gagner la CAN. C'était bien pensé de passer à une autre étape. Voilà, maintenant, avec Son, moi je souhaiterais qu'on donne à Son les conditions les meilleures pour qu'il puisse réussir, qu'on lui donne un contrat de 5 ans, parce que vous voyez, il faut avoir le temps de mettre en place une équipe. Il faut avoir le temps de peaufiner sa stratégie. Je souhaiterais aussi qu'on lui donne les mêmes moyens qu'on donnait aux coachs étrangers. Parce que ce n'est pas parce que lui il est Camerounais qu'on doit lui donner la moitié ou le tiers des salaires des coachs étrangers. Si on veut vraiment respecter les experts locaux, on doit les traiter comme on traite les autres partout dans le monde. Voilà. Son a tout pour réussir. Il a eu une très belle carrière professionnelle. Il a joué longtemps à l'équipe nationale. Il a une crédibilité que beaucoup de coachs qu'on a eu dans ce pays et qui ont eu beaucoup de succès n'avaient pas au départ. Et donc, il jouit d'un préjugé favorable de la part des Camerounais. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que le football au plus haut niveau. Ok, on aura l'occasion tout à l'heure de parler notamment des compétences d'Éric Rigobert Song, qui n'est pas un nouveau au sein de cette équipe Fagnon du Cameroun. Mais Franck Peck, vous qui êtes dans le milieu du sport, dans les couloirs du sport, c'est une nouvelle qui a été bien accueillie. Il faut dire que c'est une nouvelle assez mitigée, on va le reconnaître. Il y a plusieurs grilles de lecture. Nombreux sont ceux qui apprécient la nomination parce qu'ils ont été nombreux à plaider pour la nationalisation du banc de touche du Cameroun. Vous savez, on préfère perdre avec ses frères que de perdre à cause des étrangers. C'est ce qui se dit un peu partout dans la rue. Outre le fait déjà de la nationalisation, on trouve aussi que Rigobert Song, c'est plus qu'une récompense. C'est quand même, on ne va pas revenir sur toute sa carrière de 93 en 2010 sur le moment des Lions indomptables, 10 ans de capitanat de 99 à 2009. On trouve quand même que c'est la personne, surtout qu'il faut dire qu'en Afrique, c'est quasiment ce qui est à la mode. On voit Cissé, on voit Belmadi, à peu près ce sont les capitaines ou alors des joueurs emblématiques qui sont à la tête de leur sélection et ça porte déjà des fruits. Belmadi, 2019, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Cissé a remporté en 2022, pourquoi pas Rigobert en 2023, c'est ce que les Camerounais essayent de dire. Maintenant, l'autre côté estime que Rigobert Song n'est pas très expérimenté pour le poste de sélectionneur. Pourquoi? C'est vrai qu'en tant que joueur, rien n'a prouvé. Recommande de sélection avec les Lions indomptables, 137 sélections, on ne va pas revenir sur la carrière du joueur. Mais comme entraîneur, ces deux expériences
les Jeux Olympiques, en fait pas les Jeux Olympiques, l'équipe Espoir U23 avec laquelle il a pris part à la CAN U23, ça s'est mal passé, l'équipe a été éliminée au premier tour. L'équipe A' avec laquelle il a aussi pris part à une Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie, l'équipe a été sortie au premier tour. On estime que Rigobertson s'est cassé la gueule avec 2 sélections inférieures, donc a priori ne devrait pas être promu à un poste un peu plus important, raison pour laquelle on reste mitigé. Mais de façon générale, il faut dire qu'on préfère quand même perdre avec un Camerounais, d'après ce qui se dit un peu. Alors s'il faudrait perdre avec un Camerounais, professeur Edmond Bullois, il y a premièrement le ministre des Sports, qui est, on a vu la revue de presse tout à l'heure que Thierry nous a présenté, lui qui avait accordé une interview. Certains sont allés plus loin en estimant qu'il a signé sa propre humiliation, qu'il aurait dû attendre. Aujourd'hui, sur haute instruction, appelé à poser sa signature pour la nomination d'un entraîneur, lui qui, en Mondovision, avait soutenu Conceição en présentant par ailleurs le bilan de cet entraîneur qui quitte le Cameroun comme étant un bilan élogieux. Non, il y a beaucoup de Camerounais effectivement qui disent que ça on n'a pas l'expérience requise pour entraîner directement la sélection Fagnon. Mais je voudrais dire que beaucoup à travers le monde, il y a des gens qui ont entraîné la sélection Fagnon sans étape intermédiaire. Quand Beckenbauer prend la sélection allemande et quand il a la Coupe du Monde en 1990, il n'a pas connu d'étape intermédiaire. On lui donne l'équipe Fagnon de l'Allemagne parce que c'est une figure emblématique du football allemand. C'est ce que nous faisons là maintenant. On donne le football, les Lions indomptables à Samba Anak parce que c'est c'est une figure emblématique du Cameroun. Bon, et vous voyez, on peut l'histoire du football, et j'oublie certainement des exemples, mais l'exemple le plus connu c'est celui de Beckenbauer. Il y a beaucoup d'exemples dans le football mondial de gens qui n'avaient jamais entraîné à un niveau intermédiaire, qui ont été propulsés directement à l'équipe nationale et qui ont gagné. Beckenbauer a gagné la Coupe du Monde de 90. Bon, maintenant, en ce qui concerne le ministre Narcisse Mouel Kombi, qui est un collègue, dans un pays comme le Cameroun, il faut toujours faire très attention parce que vous savez, dans les autres pays, les ministres ne se mêlent pas de la nomination de l'entraîneur, hein, parce que là-bas les fédérations sont indépendantes, n'est-ce pas? Donc quand au Cameroun, il y a un accord cadre qui permet au ministre d'avoir un droit de regard. Oui, parce que c'est le ministre qui représente le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui paye le salaire de l'entraîneur. Vous voyez, c'est le gouvernement qui paye le salaire de l'entraîneur. Donc, le ministre ne devrait pas considérer ça comme une humiliation. Le ministre a une hiérarchie, il a un premier ministre, il a le président de la République. Si la hiérarchie lui dit aller à droite, il va à droite, il n'a pas d'état d'âme à se faire. Mais est-ce qu'il n'a pas été trop pressé de C'est tout à l'heure, j'ai faire une déclaration et d'estimer que l'entraîneur devrait rester sans qu'il y ait une concertation? J'ai parlé du proverbe africain qui dit que on ne se trompe pas quand on demande la route. Donc peut-être que le ministre aurait dû attendre un peu, de se concerter avec le président de l'Africa Foot et demander la conduite à tenir à sa hiérarchie. Parce que le ministre, il représente le président de la République et le Premier ministre. Et manifestement, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas demandé le chemin à suivre à la présidence ou au Premier ministère. Voilà. On va accueillir à l'instant, juste près de vous, le professeur Mathias Eric Owonangini, qui est vice-recteur à l'Université Yaoundé 1, chargé de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. Bonjour prof et bonne arrivée. Bonjour monsieur Oye, bonjour
téléspectateurs. Alors, prof, le débat, il est déjà là. Cette actualité, vous l'avez certainement commenté, puisque vous êtes souvent très actif sur les réseaux sociaux. L'arrivée des Rigobert Song, en fait, le changement du staff technique, le timing bien choisi ou pas. On sait que durant ce mois de mars, le Cameroun a 2 matchs importants pour pouvoir jouer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le nouveau staff. Je pense que le choix de nouveau staff est une très bonne chose. Certains, par une prudence excessive, estimaient qu'il fallait laisser Antonio Conceição à la tête des Lions Indomptables après la CAN qui s'est tenue au Cameroun. De mon point de vue, il fallait nécessairement que cet entraîneur parte parce que la CAN a démontré qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe. Il n'avait pas le niveau de l'équipe et les matchs de Coupe du Monde, de qualification en Coupe du Monde, le dernier tour, c'est des matchs d'une haute intensité nerveuse. Or, dans tous les matchs à haute intensité nerveuse, sauf le match contre la Côte d'Ivoire à Japoma, Conceição ne s'en est jamais sorti. Donc rien ne laissait présager que cette fois-ci ça allait... Mais le bilan qui a été présenté, prof, c'est un bilan, on parle de ces matchs gagnés, plusieurs matchs gagnés, etc. Contre qui? Mais ce sont les nations de foot, là. Oui, ce sont les nations de foot, certes, mais contre qui? Parce que, bon, sans manquer de respect à ces pays-là, au niveau africain, c'est des pays qui sont plutôt des pays moyens, et c'est peu dit. Conceição a pu gagner des matchs contre des équipes de référence, mais pas assez. Or, les 2 matchs contre l'Algérie seront des matchs très tendus, surtout en raison de la performance catastrophique de l'Algérie au Cameroun. L'Algérie veut à tout prix se relever. Et au-delà même du plan proprement sportif, il y a toute une mafia derrière. Il y a des équipes qu'on souhaiterait voir à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et l'Algérie en fait partie. Donc tout sera fait pour que le Cameroun n'y aille pas. Si le Cameroun ne se prépare pas bien, il n'a aucune chance d'y aller. Donc c'est un match extrêmement difficile à gérer. Il faut bien tenir les hommes. Et Conceição n'était pas nécessairement un entraîneur mauvais en soi, mais c'est un entraîneur plutôt moyen. Or, dans la perspective de la Coupe du Monde, on a intérêt à avoir un entraîneur très fort qui soit vraiment au niveau mondial. Et Rigobert Song répond à ces critères-là? Oui, Rigobert Song répond. Mais c'est certainement... les gens sont aussi libres pour de s'interroger notamment sur ses réelles capacités. Il n'est pas nouveau au sein des Lions Indomptables. Il a été entraîné après. Il n'a pas encore entraîné l'équipe nationale. Non, mais il a entraîné les après. On n'a pas gagné. On n'a pas pu se qualifier avec les U23 pour les Jeux Olympiques. Dans quelles conditions? Parce que c'est facile de dire qu'on n'a pas pu gagner. Mais dans quelles conditions vous aviez donné ces sélections à Rigobert Song? Vous donnez des sélections avec des équipes qui ont essentiellement pour base le championnat local, dans des conditions où ce championnat local ne se jouait pas, et vous voulez qu'il fasse des miracles? Il ne peut pas faire de miracles. L'avantage qu'il a au niveau des Lions, c'est que une bonne partie des joueurs des Lions n'évoluent pas dans le championnat camerounais, qui n'est pas compétitif pour l'instant. C'est ça l'avantage qu'il a. Maintenant, on va voir ce qu'il va en faire. Et puis maintenant, l'attelage a été construit avec une logique propre. Aujourd'hui, il y a différentes manières d'être sélectionneur. Il y a des sélectionneurs qui sont essentiellement là pour donner les grandes orientations stratégiques et psychologiques. Ils sont appuyés par des techniciens qui vont s'occuper de manière spécifique de l'entraînement et puis de la définition de la tactique de jeu. Et puis, il y a des préparateurs physiques, il y a des analystes vidéo. C'est donc plutôt la logique de management qui est favorisée. Et si vous regardez bien, et si vous avez une connaissance du milieu, vous voyez bien qu'il y a la marque de Claude Leroy dans ce qui se passe. Et c'est comme ça que Claude Leroy a conduit ses équipes. Par exemple, en 1998, quand le Cameroun va en Coupe du Monde, Claude Leroy ne s'occupe pas spécifiquement de l'entraînement. Celui qui s'occupe de l'entraînement, c'est Pierre Mankowski. C'est lui qui fait tout le travail quand il s'agit de préparer l'équipe. Donc, on n'attend pas de Rigobert Song une influence exclusive
au plan de la technique. On attend de Rigobert Song d'être capable d'animer le collectif d'encadrement qui a été mis en place. Et on compte donc maintenant sur son histoire, sur son vécu d'international. Et de ce point de vue, Rigobert Song n'est pas n'importe qui. C'est pas parce qu'au Cameroun on ne sait on va pas remettre en question sa carrière de footballeur. On ne sait pas respecter les gens. On parle de Rigobert Song a joué du coaching là. Le mondial 94, le mondial 98, c'est un palmarès le bien mondial connu. 2002, le mondial 2010. Ça n'arrive pas à n'importe quel joueur. Rigobert Song est double champion d'Afrique. Donc il a un vécu. Peut-être comme technicien, il n'est pas dans l'absolu le meilleur technicien du monde, mais il a un vécu. Et s'il est bien accompagné, il peut insuffler, et c'est ce surtout qu'on attend de lui, il peut insuffler à l'équipe un esprit. C'est ça qu'on attend de Rigobert Song. Alors, vous reprendrez la parole tout à l'heure, mais je voudrais quand même que Franck Peck, également, qui est journaliste et chef service des sports sur B-News, on ne va pas revenir sur le CV, le parcours de Rigobert comme footballeur, mais également, mais également, on est en droit. C'est un sélectionneur qui a d'abord été un footballeur international. On est en droit de s'interroger réellement sur l'efficacité du coaching, même si le prof nous explique le changement qui a été opéré, parce que là également, ça pose d'autres problèmes. Est-ce que certains peuvent estimer que c'est une fausse polémique en se disant on est habitué à voir un entraîneur sélectionneur nommé au sein des Lions indomptables. Aujourd'hui, on parle de manager. C'est certainement la nouvelle appellation, mais il faut rentrer dans les textes et corriger cela pour que désormais on s'habitue à un manager. Pourtant, on sait que les accords en ce qui concerne l'entraîneur du Cameroun, c'est un entraîneur sélectionneur qui devrait être à cette place-là. Il est bien entraîneur sélectionneur. En fait, je crois qu'au-delà d'être entraîneur, il est, en fait, la fonction de manager, c'est pour apporter un peu plus de pouvoir à ce poste. Parlant de Rigobert Song, je suis d'accord avec le prof qu'il a un vécu en fait, que personne ne peut balayer du revers de la main. Recordman de sélection sur le modèle des Lions indomptables. 4 Coupes du Monde, 8 Coupes d'Afrique. C'est même le recordman de participation, en fait, de nombre de matchs en Coupe d'Afrique des Nations. En termes de vécu, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique. Une fois cela dit, on ne doit pas aussi botter en touche ceux-là qui disent que comme entraîneur, non seulement c'est un néophyte, mais même les petits essais qu'il a eu à faire ne se sont pas bien passés. Je veux dire, peu importe les conditions, coach, le résultat est là, être éliminé au premier tour avec l'équipe du Chan, être éliminé au premier tour avec les U23, d'aucuns vous diront que ce sont de très mauvais bilans. Est-ce qu'on ne pouvait pas chercher autre chose? Maintenant, pour répondre, moi je vais vous dire que Rigobert Song n'est pas là pour uniquement qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde 2022. Il est là pour un véritable plan de refonte et même de retransformation du football camerounais. Raison pour laquelle je crois qu'on a voulu choisir quand même quelqu'un qui incarne ce football camerounais, quelqu'un qui peut se mouiller, parce que imaginez-vous qu'on avait placé n'importe qui à la tête de cette équipe. Une fois après, ce que je ne souhaite pas, une élimination face à l'Algérie, on devait commencer à crier au scandale, à demander à ce que cette personne soit écartée du staff. Je crois bien que la personne de Rigobert Song est crédible au point où, même si le Cameroun vient à ne pas se qualifier, on peut lui accorder ce bénéfice et on peut le laisser bâtir une équipe assez compétitive. Parce que lorsqu'on regarde quand même l'équipe du Cameroun... Mais sauf que le Cameroun a manqué la dernière Coupe du Monde. Ça n'a pas été une catastrophe. On ne peut pas manquer On peut. Non, préparons l'opinion publique. On peut manquer la prochaine Coupe. Vous voulez nous dire que ça n'arrive pas pour nous qualifier? Non, il vient entre autres pour nous qualifier, mais s'il ne le fait pas, il ne sera pas débarqué. Il faut le dire. Déjà qu'on n'avait aucune garantie que comme c'est ça, on devait le faire. Comme ça, c'est vrai qu'il était au barrage, mais il pouvait ne pas le faire. Regardez l'équipe nationale du Cameroun. Une équipe composée des joueurs venant de tous les 4 coins du monde. MLS, Chine, Émirats Arabes Unis, Europe, un peu partout. Parfois, c'est même ces joueurs qui nous font découvrir certains pays dans le monde. Je dis, pourtant, si on travaille vraiment avec une véritable formation, les équipes ont gagné en 2000 et en 2002, l'équipe du Cameroun, c'est parce qu'au Cameroun,
il y avait des véritables, je vais dire des offices, excusez-moi l'expression, mais des véritables formations. Notamment, il y avait l'école de football des Brasseries, il y avait UCB qui formait, lorsque vous regardez l'essentiel de ces joueurs qui avaient remporté ces compétitions 2000, 2002 et l'équipe qui allait en finale de la Confédération 2003, c'est parce qu'il y avait une formation. La formation a disparu. La DTN ne bosse plus. Lorsque vous voyez la patte d'un monsieur comme Claude Leroy, même si on ne le dit pas, même s'il n'est pas le futur directeur technique national, on sait qu'il sera tellement impliqué dans la formation, dans la détection de ces pèlerins. Et c'est pas pour rien qu'un monsieur comme Rigobert, à l'heure on vous parle, il est en Europe. Vous savez, c'est facile de dire, par exemple, qu'il n'est pas le bon entraîneur. Mais je ne suis pas sûr que n'importe qui peut aller se placer devant la famille de Matip actuellement pour essayer de dialoguer pour qu'il revienne. Se placer devant la famille de Youssoufa Moukoko pour le convaincre, ou encore Anthony Elanga. Il faut quand même avoir... On n'est pas sûr que ça va marcher. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il n'y a qu'un monsieur comme Rigobertson qui a même l'étoffe pour courir un risque pareil. On avait besoin d'un monsieur comme Rigobertson avec son vécu, avec sa stature pour assumer. Maintenant, est-ce que ça va bien se passer? C'est du just wait and see. Ce que moi j'apprécie et j'appréciais particulièrement sur ce staff, le coach, le prof l'a relevé, c'est que Rigobertson est très bien entouré. Déjà, peut-être on ne le dit pas assez, je vois des gens qui essaient rapidement de dire Rigobertson c'est qui. Rappelons quand même que Rigobertson a été formé à Clairefontaine. Il était le promotionnaire de Zinedine Zidane, de Claude Makelele, des personnes comme Diomède et même de Raymond Kalankongo. C'est déjà pour dire que Rigobertson a été très bien formé. À côté de lui, on retrouve des messieurs comme Sébastien Migné, son entraîneur adjoint numéro 1. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le football africain pour avoir entraîné, même été adjoint de Claude Leroy un peu partout, Guinée équatoriale, Togo, bref, il maîtrise parfaitement le football africain. L'analyse vidéo, quoi qu'on dise, lorsqu'il avait été l'analyse vidéo du Paris Saint-Germain, ère moderne, c'est vous dire que c'est du très haut niveau. Ajoutez à cela Raymond Kalaké, aussi diplômé de Clairefontaine, Augustine Simo et Souleymane. Je crois que le staff technique de Rigo est vraiment taillé pour de très haut niveau. On poursuivra le débat dans quelques minutes, mais voici la réaction des Camerounais. Thierry Loun est allé à la rencontre de quelques Camerounais qui s'expriment notamment sur cette nomination du nouveau staff des Lions Indomptables du Cameroun. L'attente se faisait déjà longue chez certains supporters des Lions Indomptables de voir un Camerounais à la tête de l'équipe nationale de football après la débâcle des Lions en demi-finale face à l'Égypte lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La nomination de Rigobertson Bahana le 28 février 2022 comme sélectionneur-manager de l'équipe Fagnon est accueillie avec joie. Au moment de la nomination, j'étais heureux d'avoir un frère, un Camerounais qui est aujourd'hui le sélectionneur des Camerounais. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était un ancien Lion et c'était notre ancien capitaine. Donc c'est bien que ce soit notre joueur qui entraîne nos joueurs. À côté de ce sentiment de joie, ces Camerounais appellent l'ancien défenseur des Lions Indomptables à mouiller le maillot comme ce fut le cas sur le terrain. Nous attendons juste beaucoup de victoires. Qu'ils prouvent que non, on n'a pas seulement besoin d'aller chercher les Blancs pour venir nous coacher, que nous-mêmes nous pouvions avoir les choses en main. D'autres par contre sont plutôt surpris du choix fait à l'endroit de l'ancien capitaine des Lions Indomptables. Rigobertson, déjà d'abord c'est une surprise. Pour moi c'est surprenant, n'est-ce pas? On ne s'y attendait pas que ce soit lui qui soit un sélectionneur. Il est camerounais, mais il n'est pas assez compétent en tant que sélectionneur du Cameroun. Des surprises qui laissent voir que Rigobertson a du pain sur la planche. J'estime que Rigobertson a un grand chemin à faire pour pouvoir nous faire porter un ou des trophées. La tâche ne sera pas vraiment facile. Âgé de 45 ans, l'ex-international hérite d'une sélection jeune aux objectifs multiples. Mon sélectionneur, le sélectionneur, c'est de ça qu'il s'agit. Merci une fois de plus à Thierry Lundo, mes professeurs Edmond Bulois. Quand on rencontre des Camerounais, nombreux sont ceux qui expriment leur joie. Il faudrait aussi dire que nombreux sont ceux qui avaient souhaité le départ de Conceição. Mais ce n'est pas la première fois également qu'un Camerounais est porté à la tête de la sélection nationale. C'est un souhait, mais il y a des chantiers.
il y a ces 2 matchs qui arrivent face à l'Algérie. On devrait se qualifier. On a vécu une phase finale de Coupe du Monde en tant que spectateur, puisqu'on regardait à la télé. Cette fois-ci, on souhaite voir le Cameroun aller au Qatar au mois de novembre, disputer cette compétition. C'est-à-dire que Rigobert a des matchs très importants. Il n'est pas question de venir dormir ou bien juste de danser. Non, personne n'a dit qu'il viendrait s'amuser. Quel que soit le cas, il faut savoir que l'arrivée de son, c'est sur la durée. Même si on n'allait pas au Qatar, hein, c'est-à-dire que même si on ne se qualifiait pas contre l'Algérie, son serait toujours le... Et pourquoi on ne devrait pas se qualifier? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver aussi avec l'ancien coach. Tout le monde souhaite que nous nous qualifions pour la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde le souhaite. Mais si d'aventure ça n'arrivait pas, il faudrait vivre avec ça. Mais est-ce que c'est parce que ça on a l'impression qu'on doit donner à son, on peut se qualifier ou pas? On doit donner à son, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, on doit donner à son suffisamment de temps pour bâtir une équipe. Hein? On devrait lui donner au minimum 5 années pour mettre en place une équipe, pour bâtir une stratégie, etc. Là, le premier match, je crois, c'est le 24 mars. Oui, exactement. Non, je crois que l'avenir de son ne se joue pas sur cette qualification-là. Elle ne se joue pas sur cette qualification. Bien entendu, nous souhaiterions aller au Qatar, mais il faut déjà qu'on sache que on pourrait se qualifier, mais la qualification ne sera pas facile. Hein? Surtout que le match retour se joue à Alger. Bon, donc... Blida, parce qu'Alger même c'est gentil. C'est chaud. Alors donc, je souhaiterais qu'on donne à son toutes les conditions qu'on donnait aux Espagnols. Alors, si tout à l'heure on pourra... Parce que les Camerounais sont comme ça, on va commencer à traiter son comme un citoyen de seconde zone, on ne va pas lui donner les moyens qu'on donnait aux autres qui étaient sur le papier moins qualifiés que lui. Son a un passé dans le football mondial. Personne au foot aujourd'hui dans le monde, si on lui dit son Barnac, personne ne vous dira c'est qui. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Bon, donc là, il va falloir qu'on lui donne tous les moyens qu'on mettait à la disposition des Espagnols. Qui puisse avoir 33 millions de francs CFA comme salaire, par exemple. Ben oui, moi ça ne me dérange pas. Moi ça ne me dérange pas. On les donnait à Conceição, il sortait d'où? D'où sortait-il? Hein? Comment vous voulez un gars comme Son qui a le vécu dont a parlé mon collègue Onanguini? Vous allez lui donner 5 millions ou 10 millions? Donnez-lui les mêmes conditions. Donnez-lui les mêmes conditions que vous donniez aux autres expatriés. Hein? Et donnez-lui le temps. Vous ne pouvez pas donner 2 ans à un coach et vous pensez quel miracle il va faire en 2 ans. Mais alors le temps, on a les matchs là qui arrivent. Oui, ben écoutez, on a des matchs, ce n'est pas Son qui a fait le calendrier. Hein. Le calendrier, on le connaissait longtemps avant. Mais d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'on ait changé de coach maintenant, parce que on serait revenu à cette tâche-là si on avait gardé Conceição et si on avait perdu contre l'Algérie. Donc là maintenant, on sait au moins que, tout en souhaitant que nous allions au Qatar, si nous n'allions pas au Qatar, nous garderions toujours Son comme notre coach. C'est ça, c'est déjà ça qu'il faut mettre en tête. Voilà. Alors si Son arrive, il n'arrive pas seul. Il y a Franck Peck nous a cité tout à l'heure quelques noms qui font partie de ces staffs-là. Alors professeur Onanguini, cette question, Son, manager, sélectionneur, certains sont allés plus loin en ayant une pensée pour d'autres anciens footballeurs, comme Achille Webo, comme Meyonze, qui aux dernières nouvelles sont sur le terrain. Ils sont en ce moment en train d'entraîner des clubs en Europe, en disant qu'eux aussi ils ont la capacité d'être là. Mais pourquoi le choix de Son? On choisit. Il faut choisir. Et puis de toute façon, si on parle en référence aux Lions Indomptables, il n'y a même pas match. C'est son Rigobert qu'on doit choisir. Il n'y a pas quelqu'un qui, parmi ceux qu'on a cités là, incarne les Lions Indomptables comme Rigobert Son. Peut-être qu'au plan technique, ils sont au même niveau, voire même supérieur, je veux bien. Mais ce n'est pas simplement ça qui compte. Son est le bon choix. Il faut maintenant qu'on le laisse travailler, qu'on lui donne toutes les conditions nécessaires avec le staff qu'il aura. Vous savez, c'est comme ça que les Camerounais sont. Quand Conceição était là, on disait il faut un Camerounais.
Maintenant, un Camerounais arrive, ce n'est pas le bon Camerounais. Enlevez son, mettez Webo, on va vous dire ce n'est toujours pas la bonne personne. C'est Meyonze. Quand Meyonze sera là, on va vous dire c'est un autre. C'est comme ça. Mais je pense que en termes de maturité pour la politique nationale du football, on a désormais besoin que le casting se fasse entre Camerounais et que le choix d'un étranger soit exceptionnel. Parce qu'il faut construire une vraie structure de formation, de détection et d'orientation du football au Cameroun. Notamment, il y a un chantier qui est celui de la DTN. D'abord, corriger l'aberration qui veut que la DTN n'ait rien à voir avec l'équipe nationale A. C'est une aberration complète. La DTN est responsable des orientations fondamentales de la politique nationale du football et elle doit s'intéresser à toutes les sélections nationales, notamment la plus prestigieuse. Son Rigobert pourra, s'il est bien entouré et bien accompagné. Alors si... Et il peut, justement, parce qu'il a quelque chose, si on prend un certain nombre de capitaines des Lions indomptables et on essaie de faire un sondage pour savoir qui est la figure du capitaine, je ne doute pas que Rigobert va gagner. Parce qu'en tant que capitaine, il a vraiment illustré ce qu'on appelle l'esprit lion. Et en tant que manager, entraîneur, sélectionneur, il peut le faire. Parce que c'est ce qui a souvent manqué à l'équipe du Cameroun ces derniers temps, la combativité. La combativité, l'engagement, la solidarité. Ces valeurs sont un peu revenues lors de la dernière CAN. Moi, j'estime que c'est Conceição qui nous a fait perdre la CAN. Précisément parce qu'il n'avait pas le niveau pour gérer. Vous avez vu Queiroz, vous avez vu comment Queiroz, simplement sur la scénographie, a fait perdre le match au Cameroun, en faisant son petit théâtre là avec les arbitres, en essayant de déconcentrer nous, Tolo et tout. C'était ça qu'il faisait. Pendant ce temps, Conceição était assis au banc de touche, les bras croisés. Si vous êtes en Coupe du Monde, il faut un entraîneur qui peut avoir un impact direct sur son équipe. Et Conceição avait une grande faiblesse, la plus grosse même d'ailleurs, la communication. Dans la gestion des matchs de haut niveau, le coach doit communiquer en direct et immédiatement avec son équipe pour faire passer les ordres qui lui semblent pertinents par rapport au développement du match. Dans un match comme Cameroun-Algérie, qu'aurait fait Conceição, il va d'abord dire à l'interprète ou au traducteur qui va essayer de traduire pour que les joueurs... C'est une chaîne qui est très longue. Et puis, voilà, Aliou Cissé qui a gagné la CAN. Comparaison des paraisons. Vous êtes sûr qu'au plan technique, Aliou Cissé est mieux formé que Rigobert Song? Il dit non. Non. On lui a fait confiance. Il n'y a pas de comparaison. On l'a laissé mûrir. On a vu la progression avec le temps. Mais pour garder la parole, qu'on laisse le son à soi modeler une équipe. Vous parlez d'Aliou Cissé qui a pris 7 ans pour remporter notamment une Coupe d'Afrique des Nations, mais soyons clairs, ils ne sont pas patients les Camerounais. Ils ne sont jamais patients. Justement. Tous sont pratiquement des entraîneurs de foot. Non. Et vous pensez que c'est comme aujourd'hui qui félicite son... Justement maintenant, au stade où on est, où on a la chance de pouvoir moderniser le football camerounais, parce qu'on a déjà un plateau technique intéressant. On a des infrastructures. Pour que ça marche de façon durable, il faudra une certaine patience. Ce n'est pas qu'on va changer les entraîneurs tous les jours. Le minimum, strict minimum, c'est 3 ans, 4 ans. Mais le plan intéressant, c'est 6 ans. C'est-à-dire, entre-temps, on a des CAN et des Coupes du Monde. C'est-à-dire, on laisse à l'entraîneur une fourchette de 2 CAN pour démontrer qu'il a une capacité et surtout qu'il peut nous amener en Coupe du Monde pour qu'on fasse une performance intéressante. Mais si vous changez d'entraîneur toutes les années, comment vous allez arriver à ce niveau de maturité? Vous ne pourrez pas y arriver. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour ça que moi, en termes de communication, je pense que le gouvernement et la fédération auraient dû avancer encore plus pour définir un cadre en disant donc aux Camerounais, on donne la chance à un encadrement dirigé par un Camerounais. On a des clauses et on claires. lui donne une certaine durée pour travailler dans le temps
notamment sur les questions de relève en rapport avec la direction technique nationale. Parce qu'il nous faut un vivier. Le Sénégal qui brille aujourd'hui, même s'il ne brille pas au niveau où il aurait pu briller, le Sénégal brille aussi parce qu'il a un vivier. Il y a un vivier avec Djambar et les autres écoles qui sont installées. Ils ont produit la relève. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une bonne équipe du Sénégal. Mais cette équipe, il lui manque une chose que les Camerounais, eux, ils ont. C'est le mental. Si vous créez les mêmes conditions pour le Cameroun, moi, je ne doute pas que le Cameroun puisse arriver en demi-finale ou même en finale de Coupe du Monde. Merci, prof. Alors, Fontec, parlons un peu des clauses. Mais il faut dire déjà Prof Edmond Bulois estime qu'il faut lui donner un peu de temps. Prof Eric Mathias estime qu'il faut lui donner un peu de temps. Il faut faire un contrat sur, par exemple, 5 ans, lui donner un salaire important, comme on traite les autres entraîneurs venus ailleurs, etc. Les clauses du contrat. Pour le moment, ils ne sont pas officiels, mais vous savez, on est un peu bien introduit. Officieusement, il se dit que Rigobert son percevrait en montant entre 15 et 20 millions de francs CFA. Mais c'est loin de ce que déjà, Antonio Conceição bien que ce soit l'infodie qui a une nette amélioration, jamais un coach local n'a perçu plus de 10 millions. Mais pourquoi ça tarde autant? Pourquoi ça tarde en public ces clauses-là? Non, non, le public souhaite quand même que les coachs nationaux puissent bénéficier des mêmes conditions que les expatriés parce qu'on les évalue tous sur les mêmes critères. Il est inadmissible qu'on soit en train de juger comme ça au même niveau que Rigobert. Pourtant, si on n'avait pas la possibilité de faire le tour du monde, pourtant, si on n'avait pas tous les moyens dont il avait besoin. Je crois déjà que 15 millions ou 20 millions, c'est pas mauvais pour un entraîneur national. Parlant de la durée du contrat, je suis tout à fait d'accord avec les deux professeurs que lorsqu'on inscrit un travail sur la durée, ça donne le temps à l'entraîneur de se positionner, de bien mettre ses priorités. Vous savez, lorsqu'on corriger même ses erreurs. De corriger ses erreurs. Lorsqu'on travaille sous pression, il va venir, il ne va pas faire de convocation. Je prends un exemple. Il ne pourra pas, par exemple, intégrer des joueurs locaux parce qu'il aura besoin à tout prix de succès. Il ira chercher le joueur qui a inscrit 40 buts aux Émirats Arabes Unis, même s'il est âgé de 40 ans, pour gagner le prochain match. Pourtant, quoi qu'il s'inscrit dans la durée, il peut même sacrifier, on ne refuse pas, certaines compétitions pour remporter d'autres. On l'a vu sur le plan international. C'est l'Allemagne qui a l'habitude de le faire. Vous voyez souvent l'équipe de la Mannschaft. Je me souviens, je ne parle plus quelle coupe des confédérations où Joachim Löw est allé avec une équipe où la moyenne d'âge était quasiment de 21 ans. Parce qu'il préparait la réserve. J'ai dit 2017. Il allait avec de très jeunes joueurs. Ça se fait. Au Cameroun, c'est quasiment impensable. Parce que le coach sait que dès qu'il fait un faux pas, il est débarqué. Mais si vous dites à Rigo, où tu es là, tu as la confiance du public, tu as la confiance de l'état de tes dirigeants, tu es là pour 5 ans. Bâtis-nous une équipe compétitive, je me dis qu'il va véritablement se mettre au travail. C'est vrai qu'on attend voir la patte de Rigobert et que le public camerounais pour une fois soit assez indulgent. C'est un public où il y a 25 millions d'entraîneurs. Moindre faut pas, j'ai l'impression que eux ils sont souvent là pour chercher la petite bête. Je vous dis beaucoup de groupes d'intérêt. Beaucoup de groupes d'intérêt. En termes fan club. Je vous dis, prof. Il y a par exemple une histoire qui m'a amusé. Le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique féminine, la CAN féminine très récemment face à la Gambie. Le Cameroun a gagné la Gambie 8-0. Et des gens me font comprendre qu'il n'y avait pas le fond de jeu. Une équipe qui vient de battre 8-0, on trouve quand même le moyen de dire le Cameroun a gagné, mais pas sans la manière. Vous comprenez que même si Rigobert se qualifie face à l'Algérie, vous suivez des gens dire oui, il y a eu qualification, mais il aurait pu. C'est pour vous dire que moi je trouve qu'on donne à Rigobert les bons moyens. Déjà, je vais tirer un coup de chapeau à ses dirigeants, à ses patrons, qui ont quand même permis qu'il puisse faire son déplacement en Europe. D'après les informations qu'on a pu avoir, il était du côté de l'Allemagne pour rencontrer les parents de Joël Matip. Vous savez, Matip joue en Angleterre, mais ses parents, eux, sont en Allemagne. Il aura aussi discuté avec les proches de Youssoufa Mokoko, mais déjà il faut dans l'optique de ramener ces joueurs. Mais il faut dire pour le Cameroun. C'est utile tout ça? Non, est-ce que c'est utile? C'est utile aujourd'hui de voir Rigobert aller rencontrer les parents de tel ou aller rencontrer tel. Pourtant, on a quand même du talent aussi au Cameroun. Le championnat qui devrait débuter dans les jours à venir, on souhaite voir des joueurs qui jouent le championnat local. Ce n'est pas le sélectionneur qui gère le championnat du Cameroun. Non, je dis qu'il peut également s'appuyer sur
le championnat camerounais pour chercher quelques talents. Mais déjà, il faut que je vous dise une chose. J'aime bien ce chauvinisme camerounais à qui essaie de faire croire qu'il y a les meilleurs joueurs ici, c'est possible. Mais lorsqu'on parle de sélection, ça veut dire les meilleurs Camerounais dans le monde. Et ne nous cachons pas. Un garçon comme Moukoko, c'est une petite pépite. C'est pas pour rien qu'on a même changé le règlement de la Bundesliga pour qu'il puisse jouer. Vous savez, à l'époque, on ne jouait au championnat allemand que lorsqu'on était âgé de 17 ans. Mais on a revu le règlement pour que Moukoko puisse jouer avec le Borussia Dortmund à 16 ans. Si on a la possibilité d'avoir un surdoué comme ça chez les Lions, c'est une bonne chose. Il y a un joueur comme Anthony Elanga qui joue sur les U21 de l'Écosse et qui est en Suède et qui joue à Manchester United. L'avoir ici, c'est pas une mauvaise chose. Moi, j'admire, j'ai vu un post, par exemple, d'un confrère que je vais pas citer, qui dit, est-ce qu'on a besoin de Matip? Je dis quand même, soyons quand même sérieux. L'un des compartiments qui nous pose le plus de problèmes à l'équipe nationale, c'est la charnière centrale. Le Cameroun a quand même pris 7 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'on voit ce que Matip fait du côté de Liverpool, je crois que sa présence ici est plus que nécessaire. Arrêtons de dire qu'on peut se passer de ce joueur. Oui, mais on essayons quand même de tendre la main. Je vous dis, on a perdu des garçons comme Mbappé. On perd quasiment tous les jours de bons joueurs parce qu'on dit non, on n'est pas obligé de les prendre. Le Cameroun ne gagne pas le Coupe du Monde, on dit non, on n'est pas obligé de les prendre. J'ose croire que si on a une réelle politique avec la DTN, lorsqu'on a de jeunes joueurs de l'autre côté, faire en sorte qu'ils puissent revenir ici, ça sera une bonne chose. Et moi, je crois que Rigobert, sa tournée, il ne sera pas bredouille au finish. Alors, ça veut dire que c'est un espoir permis. Professeur Edmond Bullois, le retour en sélection de ces Camerounais également, qui évoluent ailleurs. Moukoko est quand même blessé, lui ne sera pas là. On parfois boudé l'équipe nationale. On parle de Matip tout à l'heure. Même certains estiment qu'on a remporté, par exemple, la Coupe d'Afrique 2019 avec Matip, qui avait déjà refusé de venir. Sans Matip, en fait, il avait refusé de venir en 2017, il avait refusé de revenir au sein de l'équipe nationale du Cameroun. C'est utile, toutes ces tournées de Rigobert pour aller rencontrer tous ces Camerounais aux 4 coins du monde. On vient de dire ici tous qu'il faut bâtir cette équipe dans la durée, n'est-ce pas? Il faut bâtir cette équipe dans la durée. Et certains des joueurs dont nous parlons, en dehors de Matip, sont très jeunes. Par conséquent, c'est d'eux, et c'est sur eux qu'il faut insister parce que on veut se projeter. Hein? Si on dit à son, voilà, même au-delà de la Côte d'Ivoire, on peut vous demander de gagner la Coupe d'Afrique des Nations après celle de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, si on peut aller chercher des enfants qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, il se dit, j'ai le temps de bâtir une équipe. Et en même temps, le Cameroun part sur des bases solides. Si on continue à réfléchir comme ça, on veut les résultats là, tout de suite là. On ne peut rien faire de durable. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. On ne peut rien faire de durable. D'autre part, il faut laisser le coach faire ses choix. Et on le juge sur l'efficacité de ses choix. Si Son, qui a été défenseur central, n'est-ce pas, en Europe, en Afrique, vous dit qu'il a besoin de Matip. Qui sommes-nous, nous qui sommes seulement des téléspectateurs, pour dire que bon voilà, il se trompe. Matip même est à la fin de sa carrière. Oui, ben il est à la fin de sa carrière, mais notre axe central a tellement de problèmes. Il n'est pas à la fin, il n'a que 30 ans, hein, prof. Notre axe central a tellement de problèmes. Si Matip peut nous aider jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, c'est déjà ça de gagner. Mais il y a même quelque chose encore de plus important pour le futur du Cameroun. Il faut que finalement on donne au monde l'impression qu'on peut gérer une équipe nationale de football. Parce que beaucoup de jeunes, là, moi je lis tout le temps, c'est que les jeunes qui jouent en France, partout en Belgique, disent du Cameroun. Ils disent, mais moi je veux bien jouer pour le Cameroun, mais il y a un tel désordre là-bas. Si on peut ramener la sérénité, si on peut ramener la sérénité au sein des Lions, beaucoup de jeunes maintenant n'auront plus le prétexte, comme dit mon collègue au Nanguiné, pour ne pas venir au Cameroun. Parce que beaucoup d'entre eux, ils sont sélectionnés une fois dans les sélections inférieures et après on ne les appelle plus jamais en équipe Fagnon. Alors qu'ils auraient fait de très belles carrières au Cameroun et en Afrique. Hein? Très belles carrières en Afrique, au Cameroun et en Afrique. Je ne veux pas citer de nom, il y en a qui sont devenus des commentateurs sportifs.
à Bignous, à Canal 1, mais ils sont allés même en équipe Fanéon. Ils ont joué combien de matchs? Peut-être 1 ou 2 matchs. Alors qu'ils auraient fait des grandes carrières au Cameroun. C'est vrai. Voilà. Donc en réalité, nous prêtons le flanc à la critique. Quand la gestion quotidienne de notre football est problématique. Et on espère qu'avec Son et Eto'o vont ramener la sérénité. Et justement, je voudrais dire que l'administration camerounaise qui finance un peu le football doit aider à ramener cette sérénité. C'est pour ça que la concertation est importante. Donc avant que quelqu'un n'aille à Mondovision, dit qu'on a fait X ou Y, il faut que les gens se concertent. Comme je disais en début de l'émission, il y a un proverbe africain qui dit que quand on demande le chemin, on ne peut pas se perdre. Demandez toujours aux gens que là, les gars là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Vous voyez, ça va nous épargner les embarras que nous avons vécu ces derniers temps. Voilà, demandons toujours le chemin à tout le monde. Et comme ça, on pourra naviguer sans problème. Merci beaucoup, prof Edmond Bulois. Prof Roland Guiné, sur cette question, d'ailleurs, c'est sur ça qu'on mettra un thème sur ce premier thème. Rigobert Song à la recherche ou à la conquête des pépites, notamment ces footballeurs qui jouent en Europe mais qui ne sont pas nés au Cameroun. C'est d'une utilité importante ramener ces jeunes à l'équipe nationale quand on sait, comme le prof l'a rappelé tout à l'heure, certains qui sont arrivés, ils sont repartis frustrés en estimant qu'il n'y avait pas un certain respect à leur égard, en estimant qu'il n'y avait pas assez de professionnalisme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être habité par ce petit espoir en se disant la venue de Samuel à la FECA Foot ou encore des Rigo au sein de l'équipe nationale, on peut tendre effectivement à une gestion professionnelle de l'équipe nationale du Cameroun et toutes les autres équipes nationales? En fait, Samuel Eto'o et Rigobert Song ont été des professionnels dont d'eux on attend une certaine qualité dans la gestion et l'organisation de la fédération et de l'équipe nationale Fagnon. C'est vrai qu'un certain nombre de joueurs d'origine camerounaise ont souvent prétexté la mauvaise gestion, la mauvaise organisation pour ne pas venir. Mais en réalité, c'est souvent un prétexte. C'est vrai, mais en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup font des calculs. C'est-à-dire, ils essaient d'abord de s'assurer qu'ils vont pouvoir jouer dans la sélection nationale française, allemande, anglaise, tout ce que vous voulez. Et c'est quand ils constatent qu'ils ne peuvent pas y évoluer, qu'ils se rabattent sur leur pays d'origine. Bon, on ne peut rien faire contre ça, parce que c'est un problème d'inégalité structurelle. Ces systèmes de football ont beaucoup plus de capacité que le nôtre. Par contre, si nous sommes en mesure d'améliorer sérieusement l'organisation et la gestion de notre système, on pourrait attirer certains d'eux qui, se rendant compte, par exemple, qu'ils sont dans des pays où la concurrence serait très forte, se diraient, bon, même si je vais au Cameroun, je peux avoir la chance de gagner des trophées, je peux gagner des CAN et en plus, je peux faire une bonne participation en Coupe du Monde. Beaucoup de Camerounais à la fin des années 90 sont venus parce qu'il y avait cet état de choses où ils savaient qu'ils pouvaient gagner des trophées avec le Cameroun, même s'il y a d'autres aussi qui ne sont pas venus au bon moment. Un gars comme Charles Itangé, c'est ça son problème. C'est que quand il vient au Cameroun, il est déjà, entre guillemets, fini. Ouais. Un gars comme Ntep n'a pas joué une seule fois ou deux fois en équipe de France, on ne l'a plus jamais appelé. Ouais. Au point maintenant, il était à venir à Mandier pour venir jouer dans ces lions que vous voyez là, et où il n'a même pas pu s'imposer. Donc je pense que les joueurs aussi doivent faire les bons choix. Mais il y a des joueurs où c'est une mission impossible. Jamais les Allemands ne vont lâcher un joueur comme Moukoko. Il le contrôle de tous les coins. Et si Moukoko fait l'erreur de choisir le Cameroun, sa carrière est terminée. Il est grillé. C'est comme ça qu'on a cassé la carrière de Joseph Désiré Diop. Quand Diop a choisi le Cameroun, on lui a fait tous les problèmes du monde en France. Et puis il y a des choses aussi, et c'est là où les Camerounais ne sont pas sérieux. Il n'y a jamais eu d'affaires Mbappé dans le football camerounais. Jamais. Il n'y a jamais eu. Mais tout ce qui se raconte sur les réseaux là, que ce soit de jouer pour le Cameroun, c'est purement faux. La manière dont
Kylian Mbappé et son père se comportent. Donc pour eux, le Cameroun n'a jamais été d'un quelconque intérêt. Je pourrais me parler pour les autres. Vous avez même déjà entendu qu'ils sont venus en vacances. Jamais. Jamais. Des gens qui ne viennent même pas en vacances au Cameroun, c'est dans les Lions qui vont venir. Donc, on peut s'intéresser à ces joueurs, mais il est aussi très important de s'intéresser à ceux qui vont pouvoir évoluer ici. C'est pour ça qu'il nous faut une bonne qualité d'organisation pour que les joueurs de qualité qui sont ici, on puisse les repérer. C'est qui vont disputer le championnat camerounais. Oui, mais il faut donc que le championnat camerounais soit organisé dans des conditions... Qu'il se joue même d'abord. Qu'il se joue, et puis que quand il se joue, qu'on voit des choses, des coachs et des joueurs de qualité, où on pourrait avoir une bonne base, parce qu'effectivement c'est important. Pour franchir un palier, aller au niveau mondial, on a besoin d'un bon championnat. Ça veut dire qu'on a besoin au moins que 50% du potentiel des joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale évoluent en local, parce que ça peut nous faciliter par exemple la coordination et la préparation. Oui. C'est très important. Rigobert Song et son staff, donc nommé le 28 février dernier, il arrive avec plein d'espoir et surtout avec un chantier très important. Se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est vrai, mais également aller chercher peut-être la 6e étoile en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Le chantier, il est immense, dans l'espoir qu'il sera bel et bien accompagné, comme l'ont signalé les panélistes tout à l'heure, lui donner le temps de former une équipe et surtout d'aller nous arracher plusieurs victoires. Cette semaine également, au cœur de l'actualité pour le deuxième sujet du club de ce dimanche, on parle ainsi notamment de ces tensions sociales qui inquiètent, notamment l'inflation des prix sur le marché, la grève des enseignants, mais également les coupures à répétition de l'énergie électrique, mais également cette semaine, le ministre du Commerce qui a fait le déplacement et qui est allé sur le terrain pour rencontrer les commerçants en ce qui concerne le respect scrupuleux des prix homologués. D'ailleurs, c'est Constant Écollet qui était à sa suite et qui nous fait le compte rendu. En parcourant quelques espaces marchands de la ville de Yaoundé, avec escale sur le point de vente du poisson, le ministre et son équipe sont surpris. Ce 1er mars 2022, les congélateurs annoncés vides des jours auparavant ont fait le plein et même revu des prix pour le bien des consommateurs. J'ai vu en ce qui concerne le poisson, divers types de poissons et à des prix qui vont de 800, 900 francs à 1300, 1500, voire davantage. Les représentants des syndicats des commerçants, les responsables de la brigade de contrôle des prix et de la répression des fraudes qu'accompagnent les défenseurs des droits des consommateurs sont tout aussi émus en appel à la pérennité dans les actions de ravitaillement afin d'arrêter la spéculation des prix. Il faut reconnaître qu'il y a eu une tension des prix parce qu'il y a eu une inflation mesurée. C'est-à-dire les commerçants se sont arrangés, certains commerçants, à faire disparaître les produits des étals. À l'occasion, le ministre du Commerce n'est pas dupe. Lugma Glombaga Tangana, qui veut se rassurer de la qualité des prix pratiqués, est donc au contrôle des huiles végétales raffinées, du riz et autres beurres, et les commerçants véreux pris en flagrant délit de majoration de prix sont tout simplement sanctionnés. J'ai l'impression qu'on développe une certaine psychose. D'accord, il y a un certain nombre de produits à la marge. On a vu au marché central notamment le cas de la margarine. Ça, on a pu le voir au marché central où les gens, peut-être par ignorance des textes, se sont permis de procéder à des augmentations unilatérales des prix. C'est l'occasion pour moi de redire aux opérateurs économiques de rappeler les dispositions des textes. Et en la matière, c'est la loi du 21 décembre 2015 qui régit l'activité commerciale au Cameroun. L'arrêt chez les bouchers au marché Mukolo laisse plus ou moins voir la pratique des prix habituels. 2400 francs CFA pour le prix de viande de bœuf avec os et 2800 francs CFA pour celui sans os. Le débrief de fin au ministère du Commerce met un terme à la visite avec espoir que les prix affichés le temps de la descente sur le marché et resteront les mêmes dans les jours à venir. Merci donc à Constant Écollet qui faisait partie de cette équipe, cette descente sur le terrain. D'abord le professeur Onanguini sur cette question, notamment le ministre du Commerce qui a donc fait le déplacement pour aller rencontrer les commerçants, étant donné que depuis quelques jours nous vivons cette augmentation de certains produits, parfois des produits très utiles
et les Camerounais sont en train de crier à la vie qui est de plus en plus chère. Et très souvent, il y a un doigt accusateur sur les commerçants en estimant qu'ils ne respectent pas toujours les prix homologués par l'État du Cameroun. Oui, c'est une vieille préoccupation qui date de plusieurs années. C'est que dans le système de la distribution, les commerçants, comme vous les appelez, ont beaucoup de pulsions spéculatrices. Ils font beaucoup de surenchères. Évidemment, cette surenchère-là se répercute sur les consommateurs. Et il est important que l'État fasse valoir sa puissance. Ça veut dire que l'État fasse respecter les règles qui organisent un peu le commerce. Si le principe est le principe de la liberté, il y a également celui de la régulation pour permettre que le commerce s'exerce dans des conditions qui n'affectent pas fondamentalement la capacité des citoyens à accéder aux produits de base, si on peut les appeler comme ça, aux ressources de première nécessité. Le deuxième problème qui transparaît, c'est celui de certains lobbies, de certains groupes d'intérêt. C'est les importateurs. Les importateurs qui sont généralement des groupes d'intérêt qui se développent dans des économies rentières, c'est-à-dire des économies où ils s'organisent pour éviter que ce soit la production qui soit déterminante. Ce qui est déterminant, c'est plutôt l'intermédiation, c'est le fait de vendre. C'est cette logique de Bayam Salam qui est aussi un problème. Parce que justement, dans beaucoup de secteurs, ces importateurs, parce qu'ils font de gros gains, empêchent que se structure à tous les niveaux une production nationale. Et ça, on ne peut pas rester dans une logique. On va toujours se fier à ces importateurs, d'autant plus qu'ils sont très très perméables à la manipulation politique. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a certains groupes politiques qui sont en intelligence avec ces acteurs dans le souci précisément de créer des tensions en espérant que cela conduirait à un soulèvement. Ne trouvant pas la capacité de pouvoir prendre le pas sur la majorité politique actuelle, ils pensent que c'est par le raccourci des soulèvements qui vont arriver au pouvoir et alimentent donc le feu du mécontentement social. Et c'est le consommateur qui est un peu plus abandonné dans cette chaîne-là. Professeur Edmond Muloa, sur cette question, c'est bien de rassurer les populations, mais on se rappelle notamment de ce qui s'est produit au Cameroun il y a pratiquement 14 ans, avec ce que les autres ont vite fait d'appeler les émeutes de la faim. Pratiquement à la même période, il n'y a pas eu un véritable changement. Les Camerounais sont toujours en train de crier, ils versent même des larmes parce qu'ils n'arrivent pas à avoir réellement le nécessaire. Aujourd'hui, la baguette de pain a connu une certaine augmentation, et au final, on s'interroge. Est-ce que l'État n'arrive plus à protéger ces populations? Mais vous voyez très bien que depuis 2008, rien n'a fondamentalement changé. Il avait été décidé que le Cameroun deviendrait à très court terme autonome en matière de production agricole, n'est-ce pas? En matière de production des produits les plus demandés sur le marché. Donc il avait été dit que au lieu que nous importions du riz, au lieu que nous importions des céréales, qu'on allait être autosuffisant en céréales, et des politiques avaient été proposées. Alors on se rend compte que rien n'a fondamentalement changé, alors que si vous voyez un pays comme le Burkina à cette époque-là aussi avait décidé d'être autonome en production de riz. Voilà. Et quand vous dépendez de l'extérieur, n'est-ce pas, ce n'est pas que la production du riz a baissé à l'extérieur, mais ce sont les intermédiaires qui se mettent ensemble et qui disent, bon voilà, on va stocker le riz ici pour l'instant, on va stocker le riz en Inde ou à Hong Kong, et on va faire en sorte qu'il y ait une pénurie de riz en Afrique. Ce n'est pas que les producteurs de riz ont produit moins de riz, mais c'est pour augmenter les enchères, pour faire en sorte que le prix du riz soit contrôlé, non pas la production du riz,
comme a dit le professeur Onangini, mais plutôt par les gens qui jouent les intermédiaires, c'est-à-dire les gens qui viennent proposer le riz sur le marché. Et il y a d'ailleurs eu un programme que j'ai regardé sur une chaîne étrangère qui a vraiment montré que, en fait, il n'y a pas de pénurie de produits agricoles sur le marché international. Ce sont les intermédiaires qui, à un certain moment, décident, voilà, pendant qu'il n'y aura pas suffisamment de céréales. Bon. Et vous voyez que, avec la crise russo-ukrainienne, n'est-ce pas, puisque beaucoup de pays africains importent les céréales, soit de la Russie, soit de l'Ukraine, le prix des céréales va augmenter sur les marchés africains. Et par conséquent, ça aura une répercussion sur la production des boissons, ça aura une répercussion sur les boulangeries, etc., etc. Alors qu'on ne serait pas prisonnier de cet état de choses si nous-mêmes nous avions la capacité de produire ces choses-là. Un pays comme le Cameroun a un climat qui permet de produire tout, n'est-ce pas? Vous pouvez tout produire au Cameroun. Et on s'interroge pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ben voilà, c'est ça la question. Et là encore, peut-être, il y a même peut-être une volonté politique, mais la volonté politique seule ne suffit pas. Elle doit lutter contre les forces extérieures qui font tout pour que nous ne soyons pas autonomes, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc quand on vous dit, et ça s'applique à tout, hein, quand on vous dit qu'en réalité, pour que nous soyons autonomes et que nous équilibrions notre balance commerciale, il faut que nous transformions nos produits agricoles, n'est-ce pas? Il faut que nous transformions le cacao sur place, que nous vendions, au lieu de vendre les fèves de cacao à l'Union européenne, que nous vendions plutôt le beurre de cacao, la poudre de cacao, l'huile de cacao. Mais nous avons du mal à réaliser ça, parce qu'il nous faut des financements. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner les financements? Et souvent, très souvent, c'est ceux à qui nous vendons les fèves, qui ne souhaiteraient pas que nous transformions les produits agricoles sur place. C'est un cercle vicieux. Mais si on a sûrement beaucoup plus de volonté politique, on peut transcender ces problèmes. Le Ghana, qui est un très grand producteur agricole, a décidé de ne plus exporter les fèves de cacao. Donc, c'est-à-dire, en termes simples, le Ghana a décidé de ne plus être un comptoir colonial. La Côte d'Ivoire est sur le même chemin. D'ailleurs, pendant longtemps, on était devant tous ces pays. Moi, quand j'étais étudiant à Los Angeles, on nous mettait au même pied d'égalité que la Colombie en matière de production de café. Aujourd'hui, nous avons disparu complètement. Et la faute à qui? On faisait la publicité. On faisait la publicité du la café. faute à qui? Non, j'y arrive. On faisait la publicité du café du Cameroun et du café de Colombie. J'étais tout jeune, j'avais 25 ans à l'époque. Je disais, mais on est si puissant que ça. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que la Colombie et les autres producteurs de café. Et aujourd'hui, la Colombie transforme le café sur place. Nous avons la capacité de le faire, mais il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on le veuille. Ce n'est pas seulement une question de volonté politique. Il faut que tout le monde s'y mêle. Parce que les autres feront tout pour que nous ne transformions pas nos produits agricoles sur place. Parce que si nous les transformons sur place, nous aurons plus de revenus, n'est-ce pas? Plus de revenus financiers. Nous allons équilibrer notre balance commerciale. Vous voyez? En matière de commerce international, l'Afrique participe pour moins de 3% au commerce mondial. Donc c'est totalement dérisoire. Donc c'est notre faute. Mais c'est aussi la faute des autres qui font tout. Est-ce que la faute ne revient pas aux décideurs? C'est qui dirige? Est-ce qu'ils ont assez organisé? Est-ce que tout est organisé pour que le Camerounais se sente bien? Si vous voulez, consommateurs, vous mettiez suffisamment. Si 14 années après, on est toujours en train de parler. Si vous les consommateurs, vous mettiez suffisamment de la ménagère. 14 années après, on est toujours en train de parler de la ménagère qui a la difficulté à mettre sa famille à l'abri du besoin. Oui. Ça veut dire que l'État n'a pas assez joué son rôle. Oui, tout le monde n'a pas joué son rôle. Aussi bien l'État que les consommateurs. Le consommateur, qu'est-ce qu'il devrait faire lui? Le consommateur doit exercer des pressions sur ceux qui nous gouvernent. Oui, c'est comme ça
ça que ça marche. Si les consommateurs ne disent pas à haute et intelligible voix, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est pour ça que quand on gère un pays comme le Cameroun, ceux qui sont au pouvoir, ils sont importants. Mais ils ne sont pas les seuls importants. Tout le monde est important. Les journalistes doivent s'y mettre, la société civile doit s'y mettre, le groupe de consommateurs doit s'y mettre, les intellectuels doivent s'y mettre. Il faut qu'il y ait une volonté collective de vouloir changer les choses. Ok. Alors, Franck Peck, sur cette question également, il y a un doigt accusateur très souvent sur les commerçants qui ne respectent pas les prix homologués et par la suite présente une excuse en disant écoutez, je ne peux pas acheter à 25 et revendre à 20 francs. Si j'ai acheté à 25, il faudrait que je puisse vendre au moins à 30 francs pour pouvoir entrer dans les caisses de mon investissement. Déjà, il faut dire que le circuit pour établir la mercuriale est assez complexe. Je suis, sans vouloir défendre ces commerçants, je dis tout part déjà d'une volonté politique de bien contrôler les importations. Parce qu'en principe, s'il y a un véritable Made in Cameroun qui est développé, on ne se retrouverait plus dépendant de ces produits à l'extérieur. Permettez-moi la redondance. Retrouver encore le Cameroun qui dépend du blé venant de l'Ukraine ou même des pays de l'Amérique du Sud, c'est un problème. Alors qu'on peut consommer du pain, de la farine, de la patate ou même de la farine, du maïs et bien d'autres choses. Je ne vois pas pourquoi on s'arc-boute à consommer uniquement le pain produit avec la farine de blé. Ce sont des habitudes qu'on peut changer et cela part d'une volonté politique. Je comprends par exemple le prof qui dit que le consommateur a son rôle à jouer, mais je crois que déjà la politique doit être insufflée du haut en apportant des moyens, parce que déjà, lorsqu'on parle même de ces produits de la transformation, il faut que ce soit des produits qualitatifs avant même d'être quantitatifs. Vous savez, le Cameroun, il y a beaucoup du Made in Cameroun. Lorsque vous faites un tour du côté de Promote, on vous montre du vin, on vous montre des choses. Malheureusement, sur le plan qualitatif, ces produits ne sont pas compétitifs à l'échelle internationale. On a des produits comme le poivre de Penja, qui est reconnu sur le plan international, qui est labellisé. Il faudrait qu'on produise autant de produits labellisés et reconnus pour qu'ils puissent être commercialisés un peu partout. Mais au Cameroun, on fait des productions locales rudimentaires qui ne peuvent que nourrir une minorité. On parle de café, il y a des gens, quelques particuliers qui transforment le café, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il faudrait que le Cameroun puisse contrôler sa production, puisse d'abord produire en quantité importante. On parlait de riz tout à l'heure, il faut produire de façon importante, ne plus dépendre des importations. Vous savez, lorsque ce sont les importations, c'est facile pour le ministre de dire le kilogramme de riz coûte, un exemple, je m'avance comme ça, 450 francs. Si au niveau des importations, le prix augmente à cause de plusieurs raisons, donc on parle de la pandémie, le Covid-19 qui a touché le monde 2020-2021, c'est leur raison. Donc on parle maintenant de la crise du côté entre l'Ukraine et la Russie. Vous fixez votre prix, les importateurs vous disent non. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est différent de ce que vous dites, monsieur le ministre. Si vous voulez que ces prix soient respectés, il faut nous subventionner pour qu'on puisse tenir. Sinon, on sera obligé de vendre à notre propre mercurial, ce qui crée un problème sur le terrain. Je dis donc, primo, il faudrait essayer d'améliorer la production nationale, locale, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Et une fois cela dit, au-delà sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif, j'insiste, parce que si c'est qualitatif, on pourra aussi vendre pour que le Cameroun gagne quand même en devise entre autres. Mais aussi, je ne peux pas balayer ça du revers de la main. Le pauvre Mathias Orona Guina a raison. Il y a quand même quelques groupes d'intérêt parfois qui s'arrangent à créer des pénuries. On le sait, il y a des moments où il n'y a pas de problème sur le plan international. Le sel disparaît. Quand c'est pas le sel, c'est autre chose qui disparaît. Parce que ces importateurs savent que c'est eux qui contrôlent le marché. Quand ça disparaît et ça ressort, quand il y a pénurie, vous savez, le sac de sel de 15 kilos qui coûtait, je lance un truc, 10 000 francs. Lorsqu'il y a pénurie, il commence à coûter 19 à 25 000. Et on essaie parfois de créer des pénuries du genre. Mais pourtant, s'il y a une production
local, on n'aura plus ce type de problème parce que le riz sera disponible un peu partout et ces entre guillemets importateurs ne feront plus le chantage aux citoyens. Alors si vous appelez ça chantage, professeur Eric Bartias-Onangini, il y a d'un côté aussi Mathias et Eric, il y a d'un côté les accords, par exemple les accords de partenariat économique qui existent. D'un côté également, il y a toujours cette volonté de parler du 237, du Made in Cameroun, consommons camerounais, étant donné aussi qu'il faudrait peut-être investir dans l'agriculture avec tous ces autres projets qui sont nés, qui ont disparu, ces regroupements, etc. Mais on se dit, il y a toujours l'idée, mais l'implémentation difficile à réaliser au Cameroun. Comme le disait le professeur Edmond Billois, c'est un cercle vicieux. Vous avez parlé des APE. Mais les APE sont le premier problème pour le développement d'une offre nationale dans toutes les activités. Parce qu'en réalité, c'est un corset qui nous empêche d'avoir les conditions où nous pouvons nous-mêmes produire. Et ça veut dire qu'en fait, ce sont des accords qui perpétuent les mécanismes de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Parce que dans cette logique, nous sommes à la fois un comptoir pour vendre les matières premières et puis des débouchés, des marchés débouchés. Mais nous ne devons pas avoir une structure propre de production. Ça, c'est donc une contrainte. Et en même temps, donc, vous ne rentrez pas dans les APE. Il y a un certain nombre de techniques de pression qui sont utilisées pour vous y faire entrer par le jeu complexe de l'économie financière internationale, aussi bien les entrées publiques que les entrées privées. Il y a également que, j'y reviens, il y a des groupes d'intérêts spéciaux qui, eux, s'enrichissent dans la relation de dépendance vis-à-vis de l'étranger et qui empêchent le développement national. C'est aussi simple que ça. Si moi je gagne des centaines de milliards ou des dizaines de milliards, pourquoi vous voulez, en important le poulet de l'étranger? Mais je vais tout faire pour que les producteurs locaux ne se développent pas. C'est ça. C'est là l'un des problèmes fondamentaux. Oui. Donc il faut sortir de la logique de Bayam Salam. Il faut sortir de ça pour entrer dans une logique de production. On a également parlé en fait des blocages culturels, c'est-à-dire l'extraversion de la consommation. On préfère toujours les produits de l'extérieur sur les produits locaux. Ouais. Mais également pour donner donc un coup d'accélérateur à la production locale, il faut s'intéresser aux produits locaux, même si en termes de qualité, ils ne sont pas encore au niveau des produits qui viendraient de l'extérieur. Mais les Camerounais même n'aiment pas toujours le Made in Cameroun. Ils préfèrent que c'est Made in United States of America, Made in France. Là, ils sont contents, ils sont sûrs qu'ils sont, parfois aussi ils sont dans la distinction. Et parfois, certains, la production locale aussi préfère aller dans d'autres pays, par exemple de la sous-région, en se disant on fait plus du chiffre là-bas que sur le plan national. Déjà, et on a d'abord intérêt à faire du chiffre chez soi avant d'aller sur les marchés étrangers. Maîtriser d'abord sa base nationale, puis se projeter. C'est ça qui est la démarche la plus robuste. Parce que bon, vous dépendez des marchés de l'étranger, il suffit qu'il y ait des événements là-bas et vous êtes complètement cloué, si vous permettez l'expression. Alors que quand vous avez une bonne base nationale, il n'y a aucune raison que même quand il y a des périodes difficiles, que vous ne puissiez pas tenir. Et toujours dans le cadre de ce qui est présenté ce dimanche comme les tensions sociales, professeur Edmond Billois, il y a la situation des enseignants avec notamment ce jeu, on peut dire un jeu de ping-pong entre ceux qui reconnaissent avoir participé à la rencontre au Premier ministère et ceux qui estiment qu'ils n'ont pas été conviés. Pourtant, leur organisation a paraphé le document qui invite notamment les enseignants à retrouver le chemin de l'enseignement en utilisant la craie. Oui, permettez-moi de revenir juste très brièvement en quelques secondes, sur le sujet dont nous parlions tout à l'heure, à savoir les difficultés à s'insérer dans les circuits commerciaux mondiaux. Il y a un livre qui a été écrit par Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, qui était le National Security Advisor de Jimmy Carter, qui était, je crois, professeur de Sciences Po et d'Histoire à Harvard. Le livre en anglais, ça s'appelle The Chess Game. Le grand échiquier. Le grand échiquier. Et en substance, ce qu'il dit, il dit ne commettons pas en Afrique l'erreur que nous avons commise en Asie. C'est-à-dire que nous avons permis à l'Asie d'être un concurrent.
Ça veut dire qu'en fait, personne ne nous aidera à devenir comme l'Asie. Vous voyez? C'est-à-dire que personne ne nous aidera à transformer nos produits locaux, à équilibrer notre balance commerciale, n'est-ce pas? Et nous sommes complices de cet état des choses parce que nous sommes amadoués par les intermédiaires, pas ceux qui produisent les produits à l'extérieur, mais ceux qui vont acheter au champ et disent nous on va aller vendre pour vous. C'est eux qui décident des prix, hein? Et ils peuvent à un moment décider, bon voilà, stockons le riz ici en Inde, on n'envoie plus le riz en Afrique pendant quelques temps, les prix vont augmenter. Et ainsi de suite. C'est une vaste complicité. Et c'est facile d'accuser les dirigeants africains parce que peut-être que si nous-mêmes on était dirigeants, quand on vient vous donner de l'argent facile, c'est facile à accepter. Bon, donc il faut donc une volonté collective. Il faut une volonté collective pour sortir de ce piège. Parce que, comme disait Olin Belé Kenoum, c'est un piège sans fin. C'est un piège sans fin, c'est-à-dire que de génération en génération, on sera toujours comme ça et on sera dépendant. La dépendance perpétuelle. La dépendance perpétuelle. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, les Japonais lui avaient dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous ne transformez pas tout le cacao que vous avez sur place? Et Houphouët a dit aux Japonais, mais personne ne nous a conseillé de le faire. Qui devait leur conseiller? Les gens qui ont intérêt à ce que nous soyons toujours là. Bon, maintenant pour revenir au problème des enseignants. Peut-être 2 secondes aussi avant de parler des enseignants. Je veux qu'on met un point final sur cette tension, notamment l'inflation des prix. On aurait dû avoir également sur le plateau M. Pierre Zambo, qui est le président régional du syndicat des commerçants du Cameroun, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement ce dimanche. Allez-y. Donc, en ce qui concerne le problème des enseignants, vous savez que au Cameroun, il y a 3 ministères ou 4 ministères qui s'occupent chacun d'un type d'enseignement. Vous avez le ministère de l'éducation de base, le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'enseignement supérieur. Bon, ce n'est pas comme dans d'autres pays où vous avez l'éducation nationale. C'était le cas au Cameroun il y a quelques années. L'éducation physique. Il y a l'éducation physique oui, qui dépend du ministère de l'éducation physique et du ministère des sports. C'est pour ça que j'ai dit 3 ou 4 ministères. Ouais. Vous avez aussi la formation professionnelle. Bien sûr. Voilà. Donc, il n'y a pas une politique holistique en matière aussi bien de rémunération du corps enseignant, encore que le corps enseignant n'est pas homogène. Il y a plusieurs types d'enseignants. Et quand vous parcourez les ministères, quand vous regardez, vous jetez un coup d'œil synoptique sur le fonctionnement de ces ministères, les enseignants sont traités de manière différente. Vous voyez que au ministère de l'éducation de base, par exemple, quand le ministre Etou Ngouaï est arrivé, il y avait toujours ces problèmes de qui n'a pas été payé, machin. Il a pris le problème à bras le corps. Il a essayé de faire en sorte que, une fois que les enseignants sortent des écoles professionnelles, ou une fois que les enseignants sont intégrés, que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Parce que si vous prenez le problème des enseignants du secondaire, le dossier part du ministère des enseignements secondaires. Il va au ministère de la fonction publique. Et après, il va au ministère des Finances. Oui. Bon, c'est ce parcours-là qui peut parfois être lent. Pour passer d'un ministère à un autre, il y a un peu de lenteur. À l'intérieur même du ministère, il y a un peu de lenteur. Bon, est-ce que c'est ce qui peut expliquer que pendant 15 ans, quelqu'un ne puisse pas bénéficier de son salaire? Je ne dis pas que c'est... Puisqu'on parlait de lenteur. Je ne dis pas que c'est ça qui explique tout. Qu'on ait droit à notre truc, qu'on ne puisse pas passer à la peut expliquer cela. Et je voulais dire que en réalité, si on avait fait ce qu'on a fait au MINESUP, parce qu'au MINESUP, vous avez une direction ou un démembrement du ministère qui s'appelle CIGIPES. C'est-à-dire que si un enseignant du supérieur a un problème au ministère des Finances, il n'a pas besoin d'aller au ministère des Finances. Il va à l'enseignement supérieur et là, on traite son problème là. Et le mois suivant, il voit la solution dans son salaire. Vous voyez, ça vous empêche de partir du ministère de l'enseignement supérieur au ministère des Finances, de la fonction publique, de la fonction publique au ministère des Finances. Voilà. Et maintenant qu'on parle de décentralisation, c'est le moment de faire en sorte que on digitalise tout ça
quand l'enfant sort de l'école normale, il a déjà un dossier, parce que tous les documents qu'on vous demande quand vous sortez de l'école normale, au ministère de la fonction publique, on vous les a déjà demandés à l'entrée, n'est-ce pas? On digitalise tout ça, on envoie l'information au ministère de la fonction publique, la fonction publique envoie ça dans les régions et dans les départements. Si l'enfant au Onangini est affecté à Bafia, il n'a pas besoin de venir à Yaoundé. Le délégué départemental à Bafia peut régler tout ça. Donc, la régionalisation doit aussi servir à tout ça. Parce qu'il me semble, j'ai l'impression qu'il y a une trop grande lenteur à cause de cette concentration de tout à Yaoundé. Ouais. Bon, donc je pense qu'il est temps que quand l'enfant va à l'école normale, qu'à la sortie, qu'on lui demande plus de redonner tous les diplômes, l'acte de naissance, le baccalauréat, le probatoire, le BEPC, le CEPE, le diplôme de sortie de l'école normale. Non, tout ça est digitalisé à l'école normale. Maintenant, on envoie ça à la fonction publique et on envoie ça aux finances, ça devrait se faire rapidement. Mais sauf qu'il y a une réalité sur le terrain. Certains aujourd'hui ont eu cette procédure-là, ils ont des matricules qui ne sont pas payés. Par exemple, avec cette procédure-là. Par exemple, pas d'exemple simple. Oui. En ce qui concerne les enseignants du secondaire, certains revendiquent notamment le non-paiement de la correction du baccalauréat de l'année écoulée. Comment ça peut s'expliquer? Les problèmes sont multiples. En fait, là même encore, puisque les enfants, les candidats aux examens officiels, il y a des, comment on appelle ça, les frais d'examen. Les frais d'examen, dont logiquement l'office du baccalauréat devrait désintéresser les intéressés, excusez la tautologie, devrait désintéresser ceux qui ont corrigé les examens immédiatement après la correction des examens. Ce n'est pas l'argent qui manque. Je pense qu'il y a là un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation. Je n'accuse personne, mais je regarde ça de l'extérieur. Parce que moi, je suis quand même un peu loin de l'éducation de base et les enseignements secondaires. Et en regardant de loin, je me dis que si on utilisait les techniques de gestion modernes, n'est-ce pas, les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui seraient résorbés plus facilement. Ok. Alors, avant Frampec, le professeur Onangini, sur cette question, ça n'a pas beaucoup avancé. C'est vrai qu'il y a eu cette rencontre du côté du Premier ministère. Certains mouvements associatifs estiment qu'ils n'ont pas été associés, même si leur signature se retrouve sur le communiqué final. On annonce régler les problèmes après problème parce qu'il y a urgence au Cameroun. Ça veut dire qu'on est reparti pour une autre semaine sans école dans certains établissements. Vous qui êtes très actif sur la toile, vous avez certainement regardé une vidéo du côté du lycée de Biémassi où on aurait fait venir les gendarmes pour demander aux enseignants de ne pas continuer la grève parce que les élèves commençaient également à faire beaucoup de bruit. Oui, mais de toute façon, dans un mouvement social, ceux qui sont les représentants du groupe social qui se met en action ont aussi intérêt à être formés. C'est-à-dire il y a des revendications qui sont praticables, il y a des revendications qui ne sont pas praticables. Et il faut toujours, lorsqu'on est en position de négociateur pour un groupe d'intérêt, bien connaître le contexte pour en fait travailler, transiger au mieux des intérêts du groupe qu'on représente. Je vous ai dit l'autre fois que le premier problème déjà des enseignements secondaires et de l'éducation de base, c'est que ce sont les postes les plus importants en termes budgétaires, donc les plus contraignants pour l'État du Cameroun. C'est déjà assez lourd. C'est lourd. Et ça fait que, comme il y a déjà un certain nombre de personnes à payer, ça fait des contraintes déjà sur les niveaux de salaire. Maintenant, quand vous devez ajouter les avantages, les avancements et autres, c'est un niveau supplémentaire de contraintes. Mais ça veut dire que l'État ne prévoit rien. Attendez, quand vous ajoutez les problèmes de gouvernance interne, dont le professeur Bilois a encore parlé, c'est un niveau supplémentaire de contraintes encore. Mais je vous ai dit qu'il y a une contrainte que les Camerounais négligent beaucoup. Et quand on leur dit
ça ne sert à rien de faire le désordre. Ils ne veulent pas comprendre. Les guerres ont un coût. Les guerres ont un coût. N'oubliez pas qu'un État gère toutes les contraintes à la fois. Il faut faire des arbitrages. Donc, faites tout pour qu'on puisse s'intéresser aux problèmes qui sont les plus sérieux et les plus importants. C'est-à-dire éliminer les contraintes d'ordre et de sécurité pour qu'on s'intéresse aux questions de développement. Mais si vous créez des contraintes d'ordre et de sécurité, on va d'abord s'intéresser à l'ordre et à la sécurité, puisque le socle d'un État. Mais prof, comment on peut dire un enseignant qui a déjà 15 ans sans salaire, on dit qu'il y a une instabilité du côté de Nozo, par exemple. Mais ça a un coût, comment il fait lui pour payer les factures? Ça prend des centaines de milliards qu'on aurait donc pu donner aux enseignants, même si on ne règle pas toutes leurs dettes. On donnerait une partie aux enseignants s'il n'y avait pas ces conflits. Quand le professeur Bilois vous disait tout à l'heure que si vous étiez décideur, mais le décideur, il doit arbitrer les contraintes entre différents intérêts. Et à un moment donné, il faut bien choisir. Si vous avez la contrainte sécurité et la contrainte de revaloriser soit les salaires, soit de donner aux enseignants leurs avancements et autres avantages, vous croyez que qu'est-ce qu'on va choisir? Vous faites bien. Vous faites bien, par exemple, de parler de ce qui se passe. Je vous dis, il faut dire la vérité. Je voulais vous reposer une question. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je voulais vous reposer une question. Ce sont les contraintes de sécurité. Ok, prof, c'est bien. Vous avez bien fait d'avoir une pensée pour les populations du Nozo et tout ce qui se passe du côté de Nozo. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter de ce qui se passe? Ça a débuté ici aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une certaine peur? Non. C'est parti de l'école. C'est parti de l'école. Mais c'est pas les mêmes conditions. Mais c'est parti de l'université, prof. Ça, c'est un niveau d'analyse sociologique que je ne veux pas aborder. Il n'y a aucune crainte. Ne vous ennuyez pas, il n'y a aucune crainte. Je ne vous dirai pas pourquoi. Il n'y a aucune crainte. Il y a des malaises, certainement, mais il n'y a aucune crainte. Parce que jusque-là, même avec ces problèmes, contrairement à ce qu'on pense, même si effectivement l'enseignement supérieur a encore une position spécifique, ces corps ne sont pas nécessairement les plus défavorisés de l'État. Cela dit, l'État doit prendre en charge les questions qu'il pose, parce que ce sont des questions importantes. Il est important que l'enseignant, dans son statut social, je ne parle pas du statut simplement au plan juridique, ait de la valeur. Et c'est pour ça que je dis aussi que dans la négociation, il faut savoir exactement quelle est la situation financière de l'État avant d'aller négocier, pour savoir ce que vous pouvez retirer effectivement. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on vous installe soit dans l'usure, soit dans le bras de fer. Et qui finalement perd au bras de fer. Parce que le bras de fer peut finir comme ça a failli finir ici dans les années 90, c'est-à-dire il y a des sources de mécontentement qui sont un mécontentement tout à fait normal à l'intérieur des corps enseignants. Question de salaire, question d'avantages. Il y a certains syndicats qui se radicalisent. On commence à envisager donc maintenant les remplacements de personnel. Ok. Alors, Franck Peck, sur cette question. D'un côté, il y a ceux qui se présentent comme étant les membres du collectif ou de l'association des indignés. De l'autre côté, il y a l'autre label qui s'appelle On a trop supporté, qui décide de ne pas baisser la garde, si on peut utiliser cette expression-là, en disant la grève va se poursuivre jusqu'à ce que l'État se rende véritablement compte que, les enseignants... OTS est déjà contaminé. Les enseignants... est déjà contaminé par deux choses. Soit des gens qui font de la surenchère pour qu'on les intéresse à des avantages spéciaux, soit des groupes politiques qui pensent encore une fois pouvoir manipuler ce mouvement. Ah oui, parce qu'à un moment donné également, on a l'impression qu'ils sont un peu divisés sur cette question. Au final, les enseignants devraient parler d'une seule voix. A priori, mais vous savez, on le dit souvent, diviser pour mieux régner. Ce sont souvent les petites manœuvres que l'État en place utilise en infiltrant des groupes pareils. Lorsqu'il y a des contestations, on peut essayer de les diviser. À partir du moment où vous êtes divisé, vous n'êtes plus crédible. Mais parlant de ce problème, déjà, je crois, l'une des choses les plus défendues par les enseignants, c'est la mise en application du statut particulier de l'enseignant. Tout à l'heure, le professeur l'a dit, il faudrait que la fonction, le métier d'enseignant soit respecté au Cameroun. Parce que ce que les enseignants ont comme retour, vous avez suivi le professeur Mathias Onang, il en parlait tout à l'heure. Il parle des priorités de l'État. Mais lorsque les priorités doivent toucher un corps de métier, le premier corps de métier qu'on touche, ce sont les enseignants.
Les magistrats n'ont pas de problème, les administrateurs civils n'ont pas de problème, l'armée n'a pas de problème. Mais les enseignants disent non, la guerre du Nozo prend des fonds, l'insécurité. Ce sont les enseignants. Eux, leur situation n'est jamais revue. Je dis, peut-être qu'ils sont les plus nombreux profs, mais je dis, c'est l'impression que... C'est ça, ce n'est même pas faux. Oui. Ce que vous dites est vrai. Mais je vous dis aussi, il faut aussi tenir compte du fait qu'ils sont d'abord les... Je suis d'accord avec vous. Donc quand on va faire les ajustements, ils ont la chance ou la malchance que c'est eux. C'est d'abord eux qui seront frappés. Et vous comprenez, que puisqu'ils sont les premiers à être frappés, c'est normal qu'ils se plaignent, qu'ils disent, c'est vrai que le Cameroun traverse une situation difficile, mais si tous les fonctionnaires étaient en train de souffrir, on pouvait comprendre. Mais quand il s'agit toujours des anciens enseignants, il faut des raisons pour lesquelles je pense que pour apaiser quand même la situation, il faudrait revoir, même si c'est pas dans l'intégralité totale, certains de l'État du Cameroun annonce des mesures de correction au fil du temps. Autre chose aussi, sans de véritable précision en se disant non, il y aura quand même dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on va régler la situation. Je trouve que c'est un peu... Si le prof parle en disant qu'ils sont plus nombreux, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le corps des enseignants, il faudrait aussi se dire qu'il faut des projections de l'État. Il y a un problème de planification. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas été surpris par l'effectif des enseignants et il y a de nouveaux enseignants parce qu'il y a de nouveaux établissements, parce que la demande est de plus en plus importante. Tout à l'heure, le professeur Bilo l'a dit, lorsqu'on parle quand même des problèmes de frais de correction, là c'est un problème d'hommes. À un moment donné, parfois laissons un peu l'État à côté, il faut frapper les hommes. Parce que lorsque l'office du bac ne paye pas ceux qui ont corrigé, c'est pas un manque d'argent, c'est parce que les élèves, eux, ils ont payé les frais d'examen. Donc il y a une répartition logique. Autant d'élèves, autant de frais d'examen, et c'est reparti de façon assez simple. Ils doivent même être prioritaires. Priorité, je dis, rien ne peut justifier aujourd'hui que ces enfants n'aient pas perçu leur argent. C'est un problème, moi je ne vais pas parler de détournement, mais c'est un problème de planification. C'est un problème, une mauvaise gestion. Et à un moment donné, il faut frapper. Parce que si on commence à dire, l'État commence à prendre des dettes pour un argent qui était déjà là, et on essaye, là, je dis, ce n'est pas sérieux. Des choses comme ça ne devraient plus arriver. Ouais. Maintenant, le statut particulier, on devrait aussi le voir. Moi, je dis quand même, l'enseignant quand même, je vous dis, tout le monde est content de revoir son enseignant de la CIL. Ouais. Vous ne savez pas comment c'est beau de voir votre enseignant, celui-là qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et le voir être traîné dans la boue. Ça jette même de l'opprobre, du discrédit sur la qualité de l'enseignement qu'on reçoit dans nos écoles. Vous croyez qu'un enseignant qui est mal payé, quel type d'enseignement il va aller donner? Vous vous rendez compte maintenant que les établissements publics ne sont plus les meilleurs. Parce que lorsqu'on parle même de grève d'enseignants, dans le privé, c'est même une autre chose peut-être qu'on ne dit pas. De ce côté, les enseignements se poursuivent bien. Ces enseignants qui grèvent dans le public, dans le privé, ils sont en train de donner leur vacation. Ils disent, je ne viens pas à l'école, mais ils pointent leurs heures dans le privé pour ne pas les perdre. Parce que dans le privé, on paye cash. Quand tu ne viens pas, le principal, le fondateur n'a aucun problème, il coche que tu n'es pas venu. Et il prend ton remplaçant qui va venir, on va cocher, on va le payer. Et je dis, et ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait vraiment que cela soit revu. Maintenant, à quel type d'examen ou alors quel type de diplôme on aura cette année? C'est ça. Des élèves qui viennent de perdre quasiment un bon mois durant le deuxième trimestre. Nous tous on sait combien le deuxième trimestre est important. Il y a eu les mesures pendant la CAN. Pendant la CAN, on a arrêté l'école ou alors on a réduit les heures de cours. Maintenant les grèves dans le primaire et dans le secondaire. Et en fin d'année, il y aura des épreuves. Je ne sais pas sur quelle base on va présenter les épreuves. Vraiment, il faudrait que l'État prenne ce problème à bras le corps, parce que vraiment l'éducation, je crois, c'est l'un des secteurs les plus névralgiques de l'État. Et il nous reste très peu de temps, on pourra dire au mot également sur la situation des coupures, mais je voudrais rapidement qu'on puisse évacuer cette actualité. Professeur Edmond Bilois, Franck est clair aussi sur la situation des enseignants, certes qui jouent à un petit jeu, c'est certains qui enseignent dans le privé et qui dans le public traînent un peu le pas, mais sauf que les ministres concernés par ces questions, on ne les a pas beaucoup entendus. Ouais, la fonction enseignante, si vous regardez ailleurs, c'est une fonction libérale. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez enseigner à Paris et puis vous enseignez dans une mairie voisine. Rien ne vous empêche, si vous vous acquittez bien de votre travail, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que les enseignants... Il y a aussi beaucoup d'enseignants dans les pays où les enseignants sont bien rémunérés, où les enseignants ne vivent que de leur poste de fonction.
Ça dit que vous êtes professeur au lycée de Biémassi, vous ne vivez que de ça. Si les enseignants sont obligés d'enseigner à gauche et à droite, c'est pour rejoindre les deux bouts. Voilà, donc, mais je pense aussi que quand on regarde les pays de même niveau de développement, ou enfin, quand on est au même niveau, il n'y a jamais de pays qui ont à peu près, qui ont toujours le même niveau exact de développement, mais quand on regarde historiquement les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Sénégal, le Gabon est beaucoup plus petit, bon. Mais je pense qu'on pourrait faire certainement des efforts, mais à la décharge de ceux qui nous gouvernent. On a trop de sollicitations. Comme a dit le professeur Oronangini, on a trop de sollicitations. Vous avez le Nozo, vous avez Boko Haram à l'extrême nord, vous avez la frontière avec la Centrafrique. On a trop de sollicitations parce que je suis sûr et certain que si on n'était pas écartelé, n'est-ce pas, entre ces contraintes budgétaires et sécuritaires, l'État se comporterait. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'anticipation? Vous allez anticiper en faisant quoi? L'État qui forme. Quand le Nozo nous tombe sur la tête, en 2016-2017, quand Boko Haram nous tombe sur la tête, quand les problèmes en Centrafrique nous tombent sur la tête, alors on ne s'y attendait pas du tout. Mais prof, néanmoins, au-delà de tout, c'est-à-dire que si on se dit l'école normale, chaque année, voici le nombre de jeunes enseignants qui sortent, dans 5 ans, on aura tel nombre d'enseignants, dans 20 ans, dans 30 ans, on prévoit tout ça. D'ailleurs, l'État a diminué le nombre d'étudiants qui entrent dans les écoles normales, dans les écoles de formation, à cause de ce problème de masse salariale. Vous voyez? Donc, je suis sûr et certain que quand la situation sécuritaire aura été... Les situations, parce qu'il n'y a pas une seule situation, les situations sécuritaires auront été maîtrisées. En ce moment-là, tout le monde, beaucoup de corps de métier ont des revendications et des griefs vis-à-vis de l'État. Mais il y a des problèmes qu'on peut régler de manière factuelle, de manière rapide. Les choses comme les concours, les corrections des examens, les avancements, ça devrait être réglé de façon automatique. L'avancement, c'est un peu plus compliqué. La priorité, ce sont les salaires. Les salaires. C'est-à-dire, une fois que les gens sont intégrés, il faut raccourcir les délais pour qu'ils soient payés. De toute façon, il y a déjà ça, c'est ça la priorité. Alors, il nous reste très peu de temps pour pour dire au revoir aux téléspectateurs, mais je voudrais quand même avoir, en parlant de tension sociale, vous vivez des coupures électriques, d'énergie électrique? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait se dire? On est habitué? Ça va? C'est le Cameroun. Quand on veut s'habituer ou pas, on est habitué, on n'a pas le choix. Ils sont là. Bon, ça traduit toujours le déficit de l'offre. Et ça questionne peut-être la qualité de ce qui a été fait pour qu'on ait une offre suffisante. Ça veut dire qu'on revient donc sur certains des projets structurants. Et on se demande si au final, non seulement ont-ils été bien montés et ont-ils été bien exécutés. Parce que justement, ils étaient prévus pour réduire notre problème en la matière. Frampec. Oui, très rapidement sur le sujet, je vais dire quand même que l'État du Cameroun devrait aussi penser à migrer vers d'autres sources d'énergie. Ça, j'aurais ajouté. Oui, j'aurais dit d'autres sources d'énergie. On s'arc-boute avec l'hydroélectrique, pourtant les énergies... D'autres formes de régulation. Parce que la régulation ici se fait trop au plan national. Oui. On peut introduire des formes de régulation au niveau régional et local. Oui. C'est vrai. Pour gérer le problème de l'électricité. Et je parlais parlant de ces énergies renouvelables, par exemple, le Cameroun a un grand gisement solaire. Lorsqu'on nous parle même de la zone de l'extrême nord, qui serait la plus touchée par ces délestages, on ne comprend pas comment une zone géographique a un gisement solaire de très haute facture. La biomasse qui est aussi au Cameroun ne sont pas aussi explorées pour pouvoir venir en aide à ces autres sources d'énergie qui ne semblent pas satisfaire l'autre. Et tout à l'heure, il a parlé de ces grands projets qu'on nous vante souvent dans les premières pierres sont posées tous les jours. Parfois, on nous dit que c'est fini, mais sur le terrain, on ne voit pas les gens opérationnels quand même. Ben, pour le moment, on ne voit pas les résultats sur le terrain. On a, avec la canne, je ne sais pas comment par quelle alchimie ils ont fait pour permettre au Cameroun de vivre une canne sans délestage. Une fois la canne finie, les délestages reprennent. À un moment donné, parfois, nous on pense au sabotage. Ils ont bloqué les délestages. Alors, prof Edmond Villois, les coupures énergie électrique.
Ben, on les vit chaque jour. Mais, on s'habitue finalement. Ça sert à rien qu'on puisse se plaindre alors? Non, on doit se plaindre. On doit se plaindre. C'est normal. Si on ne se plaint pas, on ne va pas changer nos façons de faire. Surtout que les factures, elles ne sont pas restées. Maintenant, on nous dit que le barrage de la Sananga est à 80% en voie de terminaison. Donc, on espère que l'offre en énergie va s'améliorer. Parce qu'il était même prévu qu'on offre de l'énergie aux pays voisins. C'est ça. Voilà, on est loin du compte là. Voilà, mais avec tous ces projets structurants, logiquement, la situation devrait s'améliorer. Et personne n'a encore pensé aux énergies renouvelables. Oui, c'est-à-dire que faire un peu de projection dans... Donc il y a l'école polytechnique de Marois qui travaille dessus. Donc logiquement, d'ici peu, on devrait pouvoir se passer de l'énergie produite par des barrages. Voilà. On va dire merci au professeur Edmond Bulois, vice-recteur à l'université Yaoundé 2. Il est par ailleurs linguiste, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci de venir nous voir ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mathias Eric Ounangini, vice-recteur à l'université Yaoundé 1 et un habitué du plateau, le club. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci à Franck Peck, chef service des sports de BNews 1 qui a fait le déplacement. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont travaillé autour. Non, c'est ça la britannique, hein. C'est Peck ou c'est Mpek? Mpek, M-P-E-C-K. C'est Mpek. Moi j'entends Peck depuis. Non, c'est Mpek. Il y a une nasale au début là. Donc lui, il lit ça comme un Européen. Merci, cher professeur. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Prenez soin de vos rendez-vous dimanche, si Dieu le veut. Bye bye. Tu peux aussi dire comme les Français qui sont Mpek. Dès la rentrée d'octobre 2021, soyez les premiers à solliciter une des 300 places disponibles pour une formation de qualité dans les domaines de la santé en soins infirmiers, en laboratoire et bien d'autres filières. L'Institut des sciences de la santé et l'Institut de formation des sciences de la santé Saint-Christophe mettent à votre disposition un cadre idéal pour vous accompagner dans une formation complète qui allie la pratique dans les laboratoires équipés des appareils médicaux et du matériel pour la prise en charge médicale et chirurgicale. Vous aurez également une formation de qualité sur la maîtrise de l'outil informatique avec un centre multimédia hyper équipé et ouvert sur le monde. Et grâce aux hôpitaux d'application et aux cliniques partenaires, vous avez la garantie d'un stage avec une possibilité d'emploi à la clé. Avec l'Institut des sciences de la santé et l'Institut de formation des sciences de la santé Saint-Christophe, c'est la rigueur, la pratique et le professionnalisme dans la formation. Institut de formation des personnels spécialisés en santé, IFOPES, est situé au village Mendon 1, à 9 km de Yaoundé, avant la ville de Fou. IFOPES est agréé par les ministères de la Santé publique et de l'Enseignement supérieur. IFOPES est placé sous la tutelle technique et académique de la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua. IFOPES a pour vocation de former le personnel de santé doté d'un savoir-faire, d'un savoir-être, leur permettant d'assurer une prise en charge holistique des patients selon une approche de santé publique.